Bonjour, vous allez bien? Vous aimez le heavy metal? Qui aime le heavy metal? Pas beaucoup, hein. On va attendre 1 minute, mais je suis très heureux de modérer cet atelier qui est un sujet capital maintenant dans la prise en charge de nos patients et de nos patientes. C'est tout ce qui concerne en fait le digital, Internet, les écrans et ce qu'il y a derrière les écrans. Donc aujourd'hui, on va balayer large la question de ce qui se passe derrière nos écrans. Et vous aurez une intervention de Patrick Bendimerad, qui travaille à La Rochelle, que vous connaissez, je ne présente pas, sur les stratégies développées par les éditeurs de contenu multimédia pour accrocher les usagers devant les écrans. Donc, alors, je reprends. Donc, il y a Patrick Bendimerad qui va vous parler des stratégies développées par les éditeurs de contenu multimédia pour accrocher les usagers devant les écrans. Vous aurez ensuite Julie Giustiniani qui travaille à Besançon, qui est MCUPH à Besançon, qui va vous parler des biomarqueurs dans le risque de transition en rapport avec les troubles du jeu de hasard et d'argent au sein d'une population de joueurs de poker en ligne. Et Jean-Marc Alexandre de Bordeaux finira par addiction derrière les écrans et DSM-5. Et moi, je vais commencer par vous parler de sexe. Donc, je vais vous parler, venez, il y a de la place devant si vous voulez, je vais vous parler du trouble du comportement sexuel compulsif, qu'on appelle TCSC, et qui est peut-être synonyme d'addiction sexuelle, vous allez voir, puisque ça fait un grand débat. Je vais faire comme ça va plus vite, quoi. Voilà. Il y a une terminologie déjà qui est non consensuelle, comme vous le savez. Quand vous reprenez l'ensemble de la littérature sur cette question, il y a plein de termes diagnostiques qui apparaissent. Il y a l'hyperphilie, il y a eu le trouble hypersexualité dans le DSM-5, il y a eu le trouble lié à la paraphilie, qui est un trouble à part, il y a le trouble comportemental sexuel compulsif, il y a l'addiction sexuelle et à la pornographie développée par Patrick Carnes, et après vous avez d'autres éléments de terminologie. Ce qui ressort là de l'analyse globale de la littérature, c'est les deux en rouge. C'est trouble comportemental sexuel compulsif qui fait partie de la CIM 11 depuis peu et qui n'est pas au chapitre des addictions. Et vous avez toute l'école de Patrick Carnes qui a développé ça depuis les années 80 sur l'addiction sexuelle, et son courant a développé aussi l'addiction à la pornographie. Alors, tout ça, bien sûr, est médié par l'industrie pour adultes, qu'on ne va pas diaboliser, qu'on ne va pas banaliser, mais cette industrie génère énormément de contenu, essentiellement virtuel, essentiellement via le digital, pour hameçonner les gens. C'est un vrai business, avec toutes les technologies et tout le marketing digital utilisé pour d'autres choses que vous connaissez classiquement. Je ne sais pas, quand vous faites vos courses sur Internet, les mêmes stratégies sont utilisées pour la sexualité. Donc un vrai business qui génère des bénéfices énormes et des chiffres d'affaires qui sont énormes et monstrueux. Il y a des sites que vous connaissez probablement en ligne. Ces sites génèrent de l'argent via toute la publicité et via tous les produits annexes générés. Il y a aussi une vallée, il y a des vallées industrielles, il y a des vraies zones industrielles qui produisent du contenu en fonction de ce que vous regardez en streaming sur Internet ou en fonction des demandes que vous avez sur Internet. Cette vallée s'appelle il y a la Porn Valley, mais il y en a d'autres. Il y en a aussi en Europe de l'Est. Et vous avez vraiment de la génération de contenu en fonction de ce que vous voyez. Il y a des statistiques qui sont générées par ce que vous voyez. Et tous les mois, si vous voulez, classiquement, il y a des éléments qui sont produits. Alors, si on prend les données sur le web, vous avez en gros un tiers du trafic mondial qui est lié à du contenu pour adultes. Vous avez sur tous les ans les stats des sites les plus visités dans le monde. Vous avez 3 sites vidéo qui génèrent pour adultes, avec notamment Pornhub. Vous avez 12% de l'audience des sites adultes qui est connectée, les mineurs se connectent dessus. Et ils utilisent les réseaux sociaux classiques et aussi tout ce qui est généré par le dark web. Alors, sur les supports, je ne vais pas vous faire le détail, mais en gros, tout ce qui existe en support est marketé, est vendu et est utilisé. Ce qui est beaucoup, beaucoup utilisé, c'est via notre smartphone, la plupart du temps, et tout ce qui est streaming, tout ce qui est jeu en ligne, tout ce qui est webcam, et tout ce qui est échange érotique, sexting, etc. Mais quand vous prenez cette slide, en fait, dans les activités sexuelles en ligne, l'activité sexuelle en ligne, ce n'est pas pathologique, ça fait partie de la sexualité. Et en fait, chaque élément de la slide peut être considéré comme un comportement sexuel non pathologique. Sur les données épidémiaux, on n'a rien en France. On sait que le trouble apparaît
prégnants autour de 19 ans. Il y a des retards diagnostiques, les patients viennent plutôt vers 30 ans, 40 ans en consultation. Il n'y avait pas de chiffres réels sur le mot addiction sexuelle et la prévalence, mais on a des chiffres autour du TCSC, justement. Il y a 3 à 5% de la population qui souffre de ce trouble. Et il y a une énorme étude internationale qui s'appelle l'International Sex Survey, avec presque 5% des patients qui présentent un risque élevé de TCSC, et 3% des femmes sont touchées par le problème. Le ratio, ça varie entre 2 à 5 pour 1. Nous, dans notre série à l'hôpital, à Paul Brousse, on est plutôt à 5 pour 1, avec une augmentation du nombre de femmes qui viennent consulter pour ce problème-là depuis, on va dire, 3 ans maintenant. Alors, ce n'est pas un gag, cette histoire d'addiction sexuelle ou de TCSC, parce qu'il y a des études d'imagerie cérébrale qui montrent des choses. Il y a déjà, en IRM fonctionnel, on voit que quand on compare des usagers compulsifs de pornographie à des sujets, on va dire sains, sujets sains, ça veut pas dire je vois pas de pornographie, c'est j'en vois très peu ou pas. Vous voyez qu'il y a, sans être neuroimageur, vous voyez qu'il y a des différences dans les images. Et notamment, vous les voyez les différences? Je vous stimule un peu parce que vous êtes en postprandial. Vous les voyez ou pas? Ouais. Vous êtes là? OK. Et donc, en fait, c'est tout ce que vous connaissez sur la neurobiologie des addictions qui est activé, c'est-à-dire le système de récompense, le système de mémoire et d'apprentissage, le système de motivation et le système de contrôle qui va jouer, qui va être un peu activé. Et dans une autre étude en imagerie cérébrale, quand on compare différents types de paradigmes, comme je vous montre des images explicites, c'est-à-dire des images peut-être de femmes dénudées ou d'hommes dénudés, et que je vous montre, explicites, pardon, érotiques, des images de femmes dénudées ou d'hommes dénudés, je vous montre des images explicites, donc pornographiques, ou je vous montre des images avec récompense, des visages de gens qui ont gagné un jeu d'argent. Vous voyez, il y a 3 types d'images, et vous avez 3 types de lignes au niveau du cerveau. En haut, la 1, c'est explicite, en 2, c'est érotique, en 3, c'est on a gagné de l'argent. Vous voyez qu'il y a des différences aussi d'activation des régions, et notamment du striatum ventral, qui est la région du craving, du cingulum antérieur dorsal, qui est la région dans la motivation, et de l'amygdale, qui est dans la mémoire et l'apprentissage. C'est-à-dire que plus c'est explicite, plus ça va titiller un peu ces régions-là, et pour ceux qui sont vulnérables, ça va faire basculer dans un trouble du comportement. Et cette étude du JAMA en imagerie, après j'arrêterai, j'en ai encore 2 slides d'images, mais c'est pour vous dire que cette étude est vraiment formidable parce que c'est une question que les patients et les patientes se posent, et notamment les conjoints et les conjointes. Mon mari ou ma femme voit de la pornographie ou fait du truc en ligne, est-ce qu'elle est complètement addicte, etc. Là, on voit que dans cette image en volumétrie, que la pornographie ne rend pas addict, la pornographie rend addict les gens vulnérables au problème, en fait. Et ça, c'est un point important. Et enfin, si on continue encore maintenant sur les études d'imagerie avec justement le TCSC, là, c'est vraiment très ciblé, on voit qu'il y a des anomalies cérébrales chez les sujets qui souffrent de ce trouble, notamment au niveau orbitofrontal, donc qui joue dans les phénomènes de prise de décision et de contrôle. On voit qu'il y a des surfaces corticales qui sont un peu différentes chez les patients et les sujets contrôle. Donc il y a une matrice cérébrale au problème. Si on rentre dans la clinique, il y a un modèle que j'ai adapté, c'est un modèle qu'on appelle le modèle Bersky, c'est le phénomène d'addiction sexuelle, c'est pas que le sexe. C'est pas parce qu'on voit de la pornographie qu'on est sexe addict, c'est biologique, donc il va avoir des modifications neurobiologiques, c'est émotionnel, c'est exactement le même modèle que dans les autres addictions finalement. C'est relationnel, c'est social, c'est culturel. Et tout interagit pour qu'il y ait la pathologie qui apparaisse. D'accord ? C'est pas parce que vous êtes sur une webcam, c'est pour ça que je vous disais, on peut avoir des activités sexuelles en ligne et ce n'est pas pathologique. C'est quand on détourne le but de cette activité sexuelle en ligne, que ça devient pathologique. Et il y a eu une recherche sur tous les facteurs étiologiques, et vous avez des lésions cérébrales, comme je vous ai montré. Et ces lésions cérébrales, on voit bien qu'il y a des atteintes frontales, des atteintes temporales, et quand, dans la littérature neurologique, tout ce qui est frontal, ça désinhibe, tout ce qui est temporal, eh bien, vous pouvez avoir une conduite sexuelle excessive. Donc ça, vraiment, ça corrèle avec ce qu'on retrouve dans les études d'imagerie. Il y a des atteintes du corps calleux en lien avec des abus sexuels dans l'enfance, et ça, c'est une question importante, c'est quand un sexe addict, vous le rencontrez en consultation, il faut évaluer ses traumas dans l'enfance. Parce que s'il a été traumatisé, il y a le corps calleux qui est touché, et ça joue dans l'étiologie de comportements sexuels excessifs. Sur le plan neuropharmacologique, il y a une altération de l'axe du stress,
il y a une altération de l'axe sérotoninergique. Bien évidemment, il y a des antécédents familiaux et personnels à prendre en compte, et on sait que quand il y a des addictions dans la famille, il peut y avoir d'autres addictions dans la descendance, et c'est pas forcément lié qu'à la sexualité, ce phénomène d'addiction. Alors, il y a eu plein d'études génétiques, mais rien n'a été répliqué. Alors, le cycle clinique est très stéréotypé dans l'addiction sexuelle. C'est un système de croyance avec des cognitions complètement erronées. D'accord ? C'est je me sens bien, hop, cognition erronée, je vais rentrer dans mon cycle addictif. C'est quand je suis malade. Hein. Et cette incapacité à gérer génère le cycle, et c'est toujours le même cycle. C'est un cycle en 4 parties, avec des préoccupations sexuelles obsédantes, qui vont entraîner des rituels. Rituel, c'est j'ai envie de sexe, je vais aller sur Internet, et je reste sur Internet, je reste sur Internet, je reste sur Internet. Donc j'ai une activité qui est compulsive. Donc je vais rester jusqu'à trouver l'image ultime qui va m'exciter. Et une fois que je passe à l'acte, il y a la même triade qui apparaît. C'est le désespoir qui est couplé avec la honte et la culpabilité. Ça tourne en boucle, hop, ça s'arrête, dit ok, j'arrête, demain je ne fais plus ça, et hop, ça repart. Si vous voulez, il n'y a pas de curseur sur le cycle. Il y a des gens qui peuvent le faire tous les jours, il y a des gens qui peuvent le faire un jour sur 2, il y a des gens qui vont le faire 3 semaines, ils vont s'arrêter. Il faut vraiment mesurer l'intensité des symptômes. Et dans les caractéristiques cliniques, ce qui est hyper important, parce que c'est une question qui revient tout le temps, c'est est-ce que les sex addicts sont des agresseurs sexuels? Non. S'il y a agression sexuelle, c'est un autre problème. Est-ce que les sex addicts, parce que ça arrive ça aussi d'en voir, est-ce qu'ils sont pédophiles ou ils font de la pédopornographie? Non, toutes les paraphilies sont un autre problème qu'il faut traiter à part par des spécialistes de la question. Donc, dans l'addiction sexuelle, c'est plusieurs activités sexuelles, c'est excessif, il y a ce cycle dont je vous ai parlé, il y a ce filtre sexuel, c'est-à-dire qu'ils sont parasités en permanence par des images sexuelles, ils perdent contrôle, ils ont ce qu'on appelle une second life, une vie sexuelle secrète, ils peuvent avoir leur vie maritale ou conjointe, et à côté, il y a cette vie, on va dire, un peu décadente et débridée, sans contrôle, et il y a des conséquences pour la santé. Et on sait très bien que sur le plan émotionnel, il y a des dysrégulations qui sont majeures, et qu'il faut travailler sur l'estime de soi, sur le contrôle sexuel interne, sur accepter ses émotions, etc., etc. Donc il y a ces éléments-là. Et si on prend le diagnostic de la CIM-11, donc le TCSC, parce que maintenant, si vous voulez, là, en 2023, il faut dire ça. C'est est-ce que vous avez un TCSC ou pas? Finalement, on ne peut plus dire est-ce que vous avez une addiction sexuelle, même si c'est très synonyme, vous allez voir. Quand on reprend tous les critères diagnostiques, c'est pendant au moins 6 mois, il y a comme critère, vous avez une perte de temps, vous avez un engagement dans les activités sexuelles à des réponses, à des dysrégulations émotionnelles. Vous avez un engagement répété dans les activités sexuelles en réponse à du stress. Vous avez du mal à réduire ou à arrêter votre comportement sexuel. Vous perdez contrôle. Vous poursuivez le comportement malgré les conséquences négatives. C'est fréquent, c'est intense, et il y a un dysfonctionnement personnel significatif dans tous les aspects de votre vie. Vous allez me dire, franchement, c'est de l'addiction sexuelle, non? C'est la définition de l'addiction quand même. Vous êtes d'accord ou pas? Ça a posé problème aux États-Unis avec le DSM-5 parce que aux États-Unis, les mutuelles et les assurances sont réglées sur le DSM-5. Donc, ils ont eu peur d'une inflation de diagnostic d'addiction sexuelle aux États-Unis et que les assurances remboursent les personnes qui se tapaient des prostituées, etc., etc., etc. Vous voyez, notamment l'affaire Harvey Weinstein, si ça avait été codifié comme ça, ou même il y a eu l'affaire aussi avec le golfeur, comment il s'appelle déjà? Tiger Woods. Il y a eu cette affaire-là. Vous avez eu Tiger Woods a fait une déclaration dans toute la presse. Je m'excuse, je suis désolé pour ma femme, je suis un sex addict. Mais en fait, il avait tellement de contrats avec Nike et tout ça qu'il était obligé de dire pardon à tout le monde. Ce qui est important dans le TCSC, c'est que d'emblée, quand vous recevez ce type de patient ou de patiente en consultation, il faut éliminer les diagnostics différentiels d'emblée. Les diagnostics différentiels, c'est quoi? Usage actif de substances stimulantes. Usage de médicaments anti-parkinsoniens, troubles bipolaires actifs et paraphilie. Vous ne pouvez pas poser le diagnostic de TCSC sans éliminer ces diagnostics-là. Donc ça règle la question de... Des fois, il y a des demandes, moi j'en ai déjà eu, puis il faut les repérer dès la première consulte, mais par rapport à la pédopornographie en ligne, ça règle directement la question. C'est un autre problème. Et vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais je vous ai mis... En fait, vraiment, le questionnaire, l'outil, bon, il est en anglais, je vais l'adapter, mais c'est vraiment l'outil pour faire le diagnostic. C'est en fonction du temps, en fonction de tous les symptômes. Et en fait, si on résume tous les symptômes qu'on a vus, c'est le moyen mnémotechnique que j'utilise tout le temps, les 5 C, pendant au moins 12 mois, mais là, c'est pendant au moins 6 mois,
vous avez perte de contrôle, craving, compulsif, continu, conséquence. Et ces éléments-là, vous les avez, vous faites le diagnostic. OK ? Sur le plan des formes cliniques, parce qu'il y a plein de formes cliniques, eh ben, les formes cliniques qui ont été décrites dans la littérature, elles ont été associées au terme addiction sexuelle, mais on peut très bien les associer au terme TCSC, parce que vous avez vu, c'est la même chose, en fait. Et il y a la masturbation compulsive, je vous ai mis en gras, en fait, ce qu'on voit le plus en consultation, c'est masturbation compulsive avec activité sexuelle en ligne, ou les relations sexuelles avec adultes consentants en live ou en virtuel. Vous avez l'utilisation exclusive du smartphone pour les activités sexuelles. Vous avez l'utilisation compulsive de salons de massage, de clubs, de sauna, des backrooms. Et vous avez une forme mineure, sans passage à l'acte sexuel, qui est la séduction compulsive, qui existe, et qui est l'équivalent d'avoir des compagnes ou des compagnons, mais sans rapport sexuel. Alors, on a validé aussi une échelle qui évalue les activités sexuelles en ligne, qui s'appelle la Short French Internet Addiction Test. Donc, je ne vous présente pas l'échelle, mais c'est pour vous dire que dans la prise en charge, il faut travailler sur 4 variables, sur la perte de contrôle, le temps, les cravings et les problèmes sociaux. Ce sont ces 4 éléments-là qui doivent retenir l'attention, et on voit qu'avec cette échelle, on arrive à un peu screener les choses. Et qui dit addiction ou TCSC dit comorbidité, qu'il faut évaluer dès le début et traiter de manière intégrée. Donc les troubles de l'humeur et les troubles anxieux sont au sommet. Il y a de plus en plus de littérature avec des TOC associés, un spectre compulsif obsessionnel. Et vous avez les troubles addictifs. Alors la littérature a montré d'autres choses que les substances. Il y a aussi beaucoup d'achats compulsifs et d'addiction finalement à Internet. En termes de substances, tout est vu. Et il y a également des combinaisons aussi, comme ce qui est fait, par exemple, dans le milieu, dans l'industrie pour adultes, par exemple, les mélanges d'antidépresseurs et de médicaments qui facilitent l'érection, etc. Alors, comment on évalue? Je n'ai pas le temps de vous le faire dans les détails, mais comment on évalue? C'est déjà, vous avez bien compris, qu'il faut faire les diagnostics différentiels, il faut les éliminer, et qu'il y a la sexualité, c'est une variable avec un curseur qui varie d'une personne à l'autre quand même. C'est est-ce qu'il y a hypersexualité sans pathologie? Est-ce qu'il y a sexualité socialement intégrée, donc sans aucun problème? Et est-ce qu'il y a ce TCSC qui est présent ou pas? Dans l'évaluation clinique, ça reprend un peu tout ce que je vous ai dit. Et clairement, il faut utiliser maintenant les critères du TCSC pour faire le diagnostic. Il faut demander les formes cliniques. Il faut utiliser des outils psychométriques. Il faut éliminer les paraphilies, toutes les paraphilies. Je vous ai mis en rouge celles qui donnent beaucoup lieu à des poursuites judiciaires. Le voyeurisme peut aussi, mais c'est moins vu dans les injonctions de soins. On a aussi adapté en langue française un questionnaire pour une pratique clinique rapide qui s'appelle l'outil PIS, c'est un acronyme, vous voyez, en 6 questions, en oui-non, et un score supérieur ou égal à 3 évoque une addiction sexuelle, mais ça ne suffit pas pour faire le diagnostic, il faut utiliser les critères diagnostiques, et ça vous conforte un peu dans votre approche. Et en termes de traitement, bien évidemment, non. Je suis bon dans le temps là. Ouais, vous m'avez fait peur. Pas d'abstinence, c'est une addiction, c'est du comportement, la sexualité. On est plutôt dans la RDR, avec acquérir un nouveau répertoire social. Dans les traitements, je vous en parle vite fait après. La psychothérapie, c'est d'abord des entretiens motivationnels très courts et après renforcés par de la TCC. La thérapie de couple. On peut combiner les approches thérapeutiques et les groupes d'autosupport comme DASA, dépendant affectif sexuel anonyme, et on traite les comorbidités. Et donc moi j'ai développé un programme de TCC, enfin j'ai adapté un programme de TCC avec 19 exercices. Et il y a par exemple l'exercice numéro 1, c'est « Êtes-vous sex addict ?» En plus des critères diagnostiques, voilà, on va demander au patient ou à la patiente de lister ses préoccupations, d'écrire en quelques lignes comment ces préoccupations agissent en rapport au sexe, agissent avec elle, d'énumérer toutes les tentatives qu'elle a fait pour réduire ou arrêter, comment vous pensez pourquoi vous pensez que vous avez été incapable de réduire. Vous voyez, il y a tout un score comme ça, un scoring de questions qui vont vous aider dans l'approche cognitive et comportementale. Sur l'approche pharmacologique, si on reprend toute la littérature, comme je vous l'ai dit, il y a un déséquilibre de l'axe sérotoninergique. Donc les ISRS, ces antidépresseurs-là, peuvent aider. Les thymorégulateurs, les anticonvulsivants, ont été utilisés aussi pour réduire l'impulsivité, les troubles de l'humeur, les risques addictifs. L'analtrexone a été utilisé pour réduire les symptômes d'addiction.
Les médicaments androgènes, donc la castration chimique, non, il faut l'éviter à tout prix, on ne traite pas, c'est pas, il y a souvent des questions sur ça, non. Mais en fait, quand on voit toutes ces classes thérapeutiques, il n'y en a aucune qui a fait preuve de supériorité d'efficacité. Il y a eu d'autres traitements qui ont été utilisés, comme les antipsychotiques atypiques, surtout pas, parce que certains augmentent l'hypersexualité. La N-acétylcystéine, qu'on utilise dans la cocaïne par exemple, a été testée avec des indicateurs sympas. Et il y a eu un essai contrôlé randomisé qui a comparé la paroxétine à la naltrexone contre placebo. Et clairement, il y a une réduction des symptômes du TCSC avec les médicaments. Et quand on évaluait, avec les smartphones justement, en évaluation écologique, vous voyez, ils recevaient des messages, comment vous êtes, comment vous sentez, etc. Et ben, c'était le groupe sous paroxétine qui répondait le mieux à ce problème de besoin, de craving sexuel. Et en approche psychothérapeutique, donc TCC en première ligne, thérapie de couple à associer, et travailler sur l'estime de soi en groupe et en individuel, et psychothérapie analytique pour aller chercher le fond du problème. Voilà, je vous montre rapidement les exercices de TCC que j'ai développés, ils vont bientôt être dispo. Donc voilà, il y a vraiment des étapes après étapes sur sexe addict, comprendre son histoire, l'environnement, l'impuissance à gérer, le déni, etc., les triggers, le cycle de l'addiction sexuelle, etc., etc., et jusqu'au dernier exercice à définir sa propre sexualité satisfaisante. Je vous remercie pour votre attention. 20 minutes. Il y a mon podcast Addiction si ça vous intéresse. C'est gratuit sur toutes les plateformes. Et vous pouvez me joindre où vous voulez pour des propositions décentes, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? On a un petit temps de questions par orateur. Est-ce que vous avez des questions? On a 5-10 minutes de questions. N'hésitez pas. Attendez, on va vous donner un mic. Présentez-vous, comme ça on... Alors, William Lederer, médecin, addictologue aussi. Est-ce qu'il y a des études sur l'efficacité des IRSRS dans ces domaines-là par rapport au premier, paroxétine ou beaucoup d'IRSRS ont été utilisés, parce que ça diminue les cravings, ça diminue les capacités érectiles, etc. Mais la seule étude contrôlée, randomisée, c'était avec la paroxétine. Le reste, ça n'a pas été contrôlé. Oui. Le micro... Ah. Vas-y. Moka Lorberg, thérapeute addicto. J'ai un patient qui se fait en vrai 20 mecs par soirée. 20. Ça ne le rend pas vraiment heureux. Hein. Et moi, j'ai toujours envie de lui proposer justement le déroxate. Ça te paraît une bonne idée? Il faut ça, mais combiner il y a l'antidépresseur, mais il faut le combiner à la psychothérapie comportementale. Oui, complètement. Oui, c'est possible. Ouais. Okay. Et il faut chercher aussi s'il n'y a pas d'autres trucs en dessous. Quand même. Question. Il me semble d'avoir entendu dire, par rapport aux prises de produits psychostimulants, c'était une inclusion par rapport au diagnostic. Voilà, c'est passé. Pour faire le diagnostic de TCSC, il ne faut pas qu'il y ait une prise active de produits. C'est-à-dire que tu peux très bien avoir des patients. Là, j'ai une interne qui a fait une thèse, là, c'est pas mal, sur addiction à la cocaïne et la sexualité. On voit maintenant que les patients addicts à la cocaïne, et les patientes aussi, utilisent la sexualité virtuelle en montée de coke et en descente de coke. Il y en a qui prennent plus de benzo, etc. Ils font de la pornographie à outrance, quoi, par exemple. Ils restent chez eux. Donc il y a cette question-là. Pour poser le diagnostic, ce ne doit pas être la substance qui induit le comportement addictif, en fait, sexuel. C'est difficile de voir où est la poule, où est l'œuf. Oui, mais il faut sur l'histoire du patient. Le gros des patients TCSC, ils consomment très peu, en fait. Il y a des addictions, mais c'est très peu. Donc, des patients qui... Je vais te prendre à l'envers l'histoire. Tu as des patients chemsex qui viennent te voir. Voilà. Chemsex. Les chemsexeurs, ils ne viennent pas comme ça dans les services d'addicto. Les chemsexeurs, des fois, ils viennent via les services, pas les urgences, la cardio, la médecine interne, parce qu'ils sont suivis peut-être aussi pour le VIH, etc., ou d'autres pathologies infectieuses.
Ils viennent, ils veulent, les collègues veulent un avis. Chez les chemsexeurs, il faut rechercher l'addiction sexuelle. Et souvent, il n'y en a pas. Tout chemsexeur n'est pas un addict sexuel. Non, mais il faut le rechercher systématiquement. Juste, Farid Cherik, médecin. Laurent, est-ce Oui. que, par exemple, dans le cas médico-légal, Ouais. quelqu'un qui se présente d'un point de vue médico-légal, est-ce que le diagnostic de TCSC est reconnu par la loi de dire il a un problème médical? En théorie maintenant, oui, parce que c'est sur la CIM 11. En théorie, oui. Tu peux poser le diagnostic de TCSC, addiction sexuelle, normalement, tu ne peux pas le poser, en fait. Voilà. Parce que tu n'as pas d'assise, à part la littérature. Mais aussi, il y a un truc qui est important, c'est qu'on peut aussi justifier notre diagnostic par les données de la littérature, et ce n'est pas parce que ce n'est pas dans les classifications internationales que ça n'existe pas. Tu vois ? Par exemple, il pourrait avoir des débordements avec quoi comme addiction comportementale? Je ne sais pas, une addiction avec des réseaux sociaux, etc. On pourrait dire qu'il y a un usage problématique des réseaux sociaux qui a conduit à du cyberharcèlement. Tu vois? Et donc, ça peut atténuer, ouais. ou ça peut provoquer un divorce prononcé par le juge. Ah, ça, Non, mais au fait, l'enjeu, il est là. Parce Ouais. que maintenant, c'est vrai que au fait, l'enjeu sociétal, ouais. telle démarche diagnostique reconnue, Ouais. c'est de pouvoir arriver là. Parce que nous, en consultation, par exemple, je pense que tu l'as eu, Ouais. c'est des gens qui viennent, par exemple, en consultation, bonjour docteur, il vient avec sa femme, Ouais. docteur, addictologue, explique à ma femme que je suis addict sexuel, Ouais. donc c'est pour ça que je ne suis pas fidèle. Ouais. Non, mais il faut distinguer. Ouais, non, mais tu as raison. Non, mais j'ai eu plein de fois cette situation-là. Il faut distinguer comment est leur sexualité, c'est à chacun, leur sexualité de couple, quels ont été les problèmes de couple, et faire le diagnostic de est-ce qu'il a ou pas un TCSC. S'il l'a, ok, il y aura ces trucs de non-fidélité, etc., etc. Mais c'est vrai, il faut être très prudent sur le diagnostic. Mais maintenant, on a quand même des critères qui permettent de nous dire il y a ou il n'y a pas. Juste une dernière question sur le plan pharmaco. Le déroxate, tu l'as cité comme un effet... Paroxétine. Paroxétine. Et c'est vrai qu'il est utilisé aussi dans le diagnostic et qui marche dans l'éjaculation précoce. Ouais. Donc là, il n'y a pas de confusion de genre. Non, non, bah, l'idée c'est que à dose plus élevée, enfin à dose assez similaire d'ailleurs dans l'éducation précoce, mais ça aide, ça résout pas tout, mais ça aide à bloquer le craving, ça aide à réduire justement les envies de rencontres, les cravings en fait, sexuels. Ça joue, il y a un rôle anti-craving de la paroxétine. Et de la naltrexone aussi. Merci. Il nous reste une petite minute ou deux de questions. Est-ce qu'il y a des études, Fabien Lenry, médecin à Addiction Neuchâtel, est-ce qu'il y a des études sur les tricycliques? Oui, il y a eu des études, il y a eu des case reports ou des petites séries, et ça n'a pas montré d'efficacité. Vous utilisez encore les tricycliques? Comme le Laroxyl, des choses comme ça? Ça peut arriver dans des situations où on n'a pas de solution chez les patients qui ont pas mal de pathologies, mais à des doses très faibles, hein, okay. 5 mg, 10 mg. D'accord. Le mic. Juste parce que tu nous as donné beaucoup d'informations qu'il va Vous falloir... Vous avez kiffé les informations ou pas? C'était super, mais ah bon. ça allait vite quand même. Hein. Donc en résumé, tu as un chemsexeur qui arrive. Ouais. D'accord. Ouais. Tu évalues sa consommation de substances. D'accord. Tu évalues son comportement sexuel. Quels sont les critères qui te font dire on n'est pas dans un trouble compulsif sexuel voilà. Quels sont les critères? On est ou on n'est pas? Les critères émergents, si tu veux. Bah, si tu as des chemsexeurs, moi, que je reçois, ils consomment peut-être 2-3 jours d'affilée, une fois par mois ou toutes les 5-6 semaines. Et en dehors, il n'y a rien. Là, il n'y a pas de TCSC. Okay. Ils consomment 3 jours par semaine, mais derrière, ils continuent sans produit, tout seul, sur Internet, site de rencontre, tout ce que tu veux, avec des critères, il y a.
Le diagnostic, tu peux le faire que hors consommation de substances. Parce qu'eux, ils vont te dire, nous, au chemsex, on commence la 3MC, la 3CMC, ce que tu veux, hop, on se slam, etc. Il y a plein de plans, tout le monde vient, tout le monde arrive, etc. Là, on est dans du comportement d'usage sexuel, sexualisé avec des substances. D'accord ? Il se le fait hors cette période-là. Pas d'autres questions ? Ah, une petite dernière question, vite, parce qu'après, il y a Patrick qui s'impatiente. Et il va me dire, Laurent, c'est pas possible. C'est une question rapide. Je suis addictologue à Lyon. J'ai un patient qui est venu pour addiction sexuelle et qui en réalité avait aussi une paraphilie, qu'il n'a dit qu'après plusieurs mois de suivi. Donc moi, pas dès le début ? Pas dès le début. Mais vous lui avez demandé dès le début ? Pour le coup, c'est pas moi qui le voyais, c'était notre interne. Ah, c'est pas bien. Et qui lui a posé la question. Si, qui l'a évalué. Ah bon, d'accord. Ah, c'est bien. Voilà. Ouais, non, elle a fait vraiment super bien le job. Ouais. Et donc c'est la pédopornographie ? Les prostituées et la masturbation. Voilà, donc il nous a dit prostituées, c'est pas de la paraphilie, ça ? Alors, au départ, c'est ce qu'il nous a présenté comme addiction, prostituées et puis à la masturbation. D'accord, ouais. Et donc, après plusieurs mois où moi je l'accompagne, je lui repose la question de la paraphilie. Et là, en l'occurrence, il a des pensées autour des très, très jeunes filles et avec clairement des moments où il a envie de passer à l'acte, notamment sur des jeunes filles de sa famille. Donc moi, tout de suite, je panique. Non, il ne faut pas paniquer. Il faut tout de suite orienter sur des spécialistes. Alors j'ai orienté effectivement sur notre centre médico-légal, mais alors lui, je pense avec quand même un des traits de personnalité pervers, a voulu absolument garder ce suivi addicto. Il a voulu conserver un suivi addicto, prétextant qu'il y avait clairement une addiction finalement à tout ça. Donc voilà, j'ai mis plusieurs mois à stopper, mais qu'est-ce qu'on peut dire comme argument à ces personnes-là qui sont persuadées d'avoir une addiction parce que c'est compulsif? On a les critères TCSC, diagnostic différentiel, hop, on ne peut pas poser ce diagnostic-là. Vous pouvez avoir des comportements d'allure addictive liés à ce type de paraphilique, puisque ça a été décrit, les troubles addictifs paraphiliques, mais ça a été complètement mis de côté, en fait. Donc c'est une pathologie à part, la paraphilie, et que ça ne rentre pas dans le diagnostic, même s'il peut y avoir des comportements comme des envies de la perte de contrôle, etc. C'est pour ça que dès le début, il faut repérer et orienter. Après, il faut repérer plusieurs fois, parce qu'ils ne le disent pas forcément tout de suite. Il faut insister. De toute façon, à un moment, on voit quand ça bascule, il faut vraiment les interroger en streaming, ce qu'ils font surtout, et qu'est-ce qu'ils voient, et aller dans les détails de ce qu'ils voient, en fait. Voilà. Je vous remercie et je passe la parole à Patrick. Merci beaucoup, Laurent. Merci beaucoup. Voilà. Donc voilà, le thème que je vais développer un peu avec vous aujourd'hui, c'est des stratégies justement développées par ce qui est dit du contenu sur Internet, notamment bien sûr les sites, les jeux, etc., pour nous hameçonner devant les écrans et quelles sont les stratégies un petit peu qui sont mises en place ad hoc. Je m'intéresse beaucoup à ça. Je m'étais intéressé plusieurs années à Candy Crush, au jeu Candy Crush, m'étant fait moi-même et ma charmante épouse hameçonner par ce jeu. Donc j'avais du coup travaillé sur Candy Crush et j'en dirai 2 ou 3 petits mots avec des stratégies excessivement intéressantes et fines. Voilà. Bon, je ne joue pas en bourse, je n'ai pas d'action chez personne. Voilà. Les smartphones, c'est bon, tout le monde les a mis sur... voilà. Donc voilà, l'idée de base un petit peu, c'est on est sur une évolution sociétale très digitale, et effectivement, on a un flux d'infos incommensurable. Alors moi, j'ai 55 ans, j'ai connu la naissance de France Info. C'est en 87. Avant, on avait à France Inter le Bip Bip. Je joue pas en bourse, je peux dire les noms. Je dirais plein de noms de boîtes, mais j'ai aucune action. Donc, croyez-moi sur parole. Tu peux me croire sur parole. Donc, France Info, c'était l'info toutes les 7 minutes. Donc, ça devenait, il n'y avait plus le jingle RTL, le bip de France Inter, c'était plus récent, et on a eu la naissance progressive, ce qu'on appelle le FOMO, c'est Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de passer à côté d'une info, d'un truc hyper important à savoir. Voilà. Et donc, on est effectivement aujourd'hui dans une société avec de sursollicitations multiples, et on doit rapidement dire ça, ok, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça j'y vais pas, et on va très très vite pour le faire. C'est make or break, soit ça marche pas. Et donc, ça évolue, et nos attraits attentionnels aussi, ils sont modifiés, et on a un usage nomade. Alors, je prends l'exemple des sketchs, par exemple, nos parents, nos grands-parents, ils écoutaient Fernand Reynaud, il y a un sketch, ça dure 5 minutes, on écoute l'histoire, et à la fin, il y a la chute et tout le monde rigole. Ça, c'est dead. Aujourd'hui, c'est dead. Aujourd'hui, les humoristes, s'il n'y a pas une vanne toutes les 15 secondes, on zappe.
Alors, je ne dis pas que c'est bien, c'est pas bien. En tout cas, le monde est comme ça. Et nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est comme ça. Et donc, effectivement, les éditeurs de jeux, etc., se sont habitués, se sont organisés pour nous capter l'attention sur ça. Alors, ceux qui produisent des contenus, que ce soit réseaux sociaux, etc., eh bien, eux, il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne, donc il faut qu'on regarde. Et s'ils ne gagnent pas d'argent, ils vont mourir. Donc, voilà, je ne veux pas sadiser les éditeurs de contenu, parce que c'est vachement sympa d'aller sur Internet, d'aller sur les réseaux, etc., voilà, sur Instagram. Je dirais, mon approche n'est pas morale, j'essaie d'avoir une approche scientifique. Alors, si le contenu est payant, là, c'est plus, je dirais, les démarches commerciales classiques. Mais moi, je me suis intéressé tout spécialement, bien sûr, au contenu gratuit. Hein, et vous savez, c'est-à-dire que quand c'est gratuit, maintenant, vous le savez tous, c'est que le produit, c'est nous. Hein. Du coup, c'est l'éditeur qui vend notre attention. Je citerai la phrase célèbre de Patrick Lelay, hein, TF1, qui disait « Je vends du temps de cerveau disponible à Coca-Cola pour les pubs ». Voilà, donc c'est une phrase classique. Et donc, on a, je dirais, une vision différente. Et donc, je dirais, bienvenue dans le monde impitoyable de l'économie de l'attention. Et on va voir que c'est quelque chose de très intéressant. Je ferai un passage rapide sur l'attention, parce qu'on pourra en parler pendant 1 heure. Globalement, on a 3 grands systèmes impliqués principalement. L'habitude, bien sûr, et vous allez voir que toutes les stratégies, c'est qu'on soit habitué à le faire. Le circuit de la récompense, bien sûr, le calibrage judicieux de nos activations répétées du circuit de la récompense, avec notre système exécutif qui parfois va tenter de réguler, qui parfois sera en conflit, et on va voir comment ça se passe. Alors, l'historique, je dirais, du marché un petit peu de l'attention, c'était Benjamin Day, New York Sun. Les journaux aux États-Unis étaient assez, pas très rigolos, très économiques, très info, scientifiques, économiques, pas forcément sexy et payants, 6-7 pennies. Lui, il a dit, mais non, moi je vais vendre du people qui va intéresser les gens. C'est un contenu sympa, excitant, des thèmes sociétaux. Et puis, ça sera 1 penny parce que c'est la pub qui va financer. Il n'a pas fait de journal gratuit. On l'a eu après en France, des journaux gratuits. Mais il n'a pas fait ça, mais c'était financé presque exclusivement par la pub. Et donc, sa stratégie, c'était de trouver des contenus appétitifs, entre guillemets, pour qu'on passe du temps devant son journal. Et lui, se finançait en grosse partie par la pub. Alors, il n'y avait pas le numérique. Bien sûr, aujourd'hui, avec le numérique, on a des technologies persuasives, opérantes, dont le but est d'agir à un niveau infraconscient pour que, malgré nous, on devienne un peu comme des automates et qu'on clique, on verra, on parlera de clickbait, qu'en fait, au bout du compte, toutes ces stratégies vont être là pour nous maintenir le plus longtemps possible sur les écrans. Pas de façon perverse, mais parce que c'est leur business model. Et sinon, si on n'est pas devant les écrans à cliquer pour qu'ils vendent de la pub, qu'ils vendent notre attention, eh bien, ils vont fermer boutique et sinon, on va payer. Alors, je citerai Tristan Harris chez Google, qui dit « Technology is hijacking our minds ». Voilà. Donc, lui, il s'est un peu mis à l'écart, il essaye de réfléchir vers une approche éthique, avec des réserves quand même. Voilà. Et c'est une interrogation. Et on arrive donc sur la science de la captologie. Les éditeurs, ils tentent d'anticiper nos préférences pour nous proposer des choses qui sont très proches de ce qui nous intéresse. Moi, par exemple, j'aime bien le basketball. Je vais aller sur YouTube, je vais regarder des vidéos de basket. Il va m'en proposer plein d'autres. Tiens, mais tu as regardé les Lakers, tu vas regarder un autre. Il y a Wembayama, voilà. Moi, il me connaît. Et donc, il dit, tiens, je vais cibler Patrick Bendimarad, il aime bien le basket. Je vais proposer de faire ça. Et puis, une petite pub, et voilà. Et c'est comme ça qu'ils vont se financer. Mais au-delà de ça, eh bien, ça va même plus loin parce que, dans un second temps, alors c'est le chercheur Yves Seton qui dit ça, c'est aller même vers influencer en fait nos attentes du coup et nous rendre presque un peu comme des robots, influencer nos attentes dans un second temps. Donc on est au-delà de nous motiver, mais on va influencer nos attentes. Alors, l'éthique, effectivement, elle est discutable. Elle est très discutable. Le but, c'est générer et maintenir un fort craving de notre part à l'usage sur les écrans. Bien sûr, comme dans toutes les stratégies, c'est faciliter l'initiation, nous hameçonner, et ensuite perpétuer l'usage, bien sûr, et la perte de contrôle, bien sûr. Ensuite, masquer la survenue des dommages potentiels, et là on va parler bien évidemment du temps volé, puisque quand on parle d'écran, tout le temps qu'on passe sur les écrans, c'est comme le camembert, c'est un quartier, et ce temps-là qu'on va passer sur les écrans pour des choses plus ou moins intéressantes vont être en concurrence avec le temps qu'on passe à faire d'autres choses. C'est le mécanisme dicto-comportemental classique, le craving, la pulsion d'envie impérieuse, la perte de contrôle. Je me dis, tu vas te détendre, tu vas aller un petit peu sur Insta pendant un quart d'heure, et puis après, tu as autre chose à faire, demain tu as Eval, donc il faut que tu bosses. En fait, j'ai le craving, je vais sur Insta, ensuite, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure, 2 heures. Merde, demain j'ai Eval, et donc accumulation de dommages, puisque j'ai pas assez travaillé, alors que ma valeur, c'était important pour moi de travailler, je me suis fait voler mon temps, et donc, quelque part, je n'ai pas fait ce que je m'étais proposé de faire à ce moment-là.
Et donc, toutes les stratégies vont être pour générer une place croissante dans nos attraits attentionnels. Donc, bien sûr, activation du cycle de la récompense, j'en ai parlé, jusqu'à ce que ça se remodule. Et alors, je fais une métaphore avec la nourriture. Vous savez, quand on mange trop, beaucoup, trop, régulièrement, notre estomac se dilate. Et ensuite, il faut environ 3 semaines de retour à un état, je dirais, un équilibre alimentaire adapté pour que l'estomac reprenne sa forme normale et qu'on puisse retrouver un mécanisme de faim et de satiété physiologique. Pour les écrans, c'est pareil. En fait, les stratégies, c'est de nous rendre encore plus gros consommateurs d'écran, qu'on passe 2, 3, 4, 5, 6 heures sur les écrans pour que les éditeurs puissent placer leurs pubs, financer, capter l'attention. Voilà. Donc maintenant, je vous propose 7 ou 8 modèles, un petit peu, 7 ou 8 stratégies des éditeurs pour nous hameçonner. Ma bibliographie, elle est plus, je dirais, marketing que médical, sanitaire. J'ai plus été voir sur les sites de marketing que sur les sites de nos confrères. Alors, les notifs, ça c'est le truc énorme. En premier lieu, bien sûr, c'est se rappeler notre bon souvenir. Et donc, à chaque fois, une petite notif. Ah, tiens, j'ai un petit message, c'est sympa, c'est un copain, c'est un petit message Insta, c'est un petit message WhatsApp, il y a une petite fête. Tout ça, ça va me motiver, effectivement. Et des petites micro-activations du circuit de la récompense. Bien sûr, multistimulation sonore-visuelle, on appelle ça le thrill. La main sur l'écran va déclencher une fanfare visuelle sonore, c'est assez sympa. Et puis, quand même, c'est quand même pas pour m'amener à réfléchir, c'est pour m'amener à cliquer. Et donc, la réponse attendue, elle est immédiate. Et donc, quelque part, les réseaux sociaux vont s'autoriser à interrompre ce que moi, je suis en train de faire. Mes gamins, quand ils rentrent dans mon bureau, ils frappent à la porte presque, parce que je bosse. Eux, ça ne les dérange pas, ils viennent m'interrompre. Tac, tiens, t'as vu, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Voilà. Et donc, l'objectif de ça, c'est de nous amener un petit peu à avoir une réaction réflexe et quelque part qu'on soit moins dans la réflexion. Bien sûr, les algorithmes sont optimisés sur les plateformes. Alors, j'ai lu récemment un article, ça m'a un peu scotché. Sur Insta, quand vous faites des likes voilà, sur ce que disent les copains, eh bien, parfois, Insta les stocke pour les faire sortir à un moment où ils pensent que c'est mieux pour vous de les recevoir, où vous serez plus dispo à ensuite regarder de la pub. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que vous dites « Ah, machin, il a mis ça, je like, c'est cool ce qu'il a mis, j'aime bien, c'est chouette. » En fait, il ne le sait pas. Il ne le sait pas, c'est Insta qui va décider après. Ils ont calculé par regroupement algorithmique. Ils vont dire, tiens, là, je vais te bombarder ta sucette, tu auras 10 likes en même temps, à 7h30, quand peut-être éventuellement, tu seras plus dispo pour regarder, surfer, voir de la pub, plutôt que si on te le dit quand tu es au boulot, où tu vas juste zapper et pas rester dessus. C'est une stratégie, alors, on peut s'interroger sur les questions éthiques, mais c'est une stratégie efficace. Voilà. Et donc, bien sûr, ça vous le savez, il y a un ciblage de nos activités, suivi via les cookies, traçant toutes les sortes de cookies, et bien sûr, l'adresse IP. Ça, c'est les notifs. Alors, l'effet de Zeigarnik, j'avais travaillé beaucoup sur ça quand je travaillais sur Candy Crush. C'est Bluma Zeigarnik, une psychologue russe dans les années 1900. Elle faisait une étude sur des jeunes élèves d'une dizaine d'années. Elle rentrait dans la classe et disait, voilà, je vais vous donner une vingtaine de tâches à accomplir. Vous avez 1 heure. C'était des empilements par forme, par couleur, etc. Voilà. Vous avez 1 heure. Au bout d'une demi-heure, elle arrive. Stop, c'est fini. Stop, c'est fini, vous arrêtez. Merci, au revoir. Elle revient 15 jours après. Les enfants, qu'est-ce que je vous ai demandé de faire la dernière fois? Et elle a trouvé et elle a montré que les enfants se souvenaient plus des tâches qui n'avaient pas été accomplies. Quelque part, les tâches qui avaient été achevées, menées à leur terme, ils avaient mis une croix dessus, c'était passé derrière. Et tout le reste restait un petit peu dans l'empamnésique et venait tourner en toile de fond. C'est le principe des réseaux sociaux. Les jeux continuent, les copains continuent à envoyer des notifs pendant qu'on fait autre chose. En notre absence, ça continue. Et donc, c'est sur ce principe assez classique qui nous font savoir les réseaux sociaux qui sont là et que donc on aura toujours ces petites étoiles. Est-ce que, à la fin du topo, est-ce que j'aurai un message WhatsApp d'un pote? Est-ce que j'aurai un truc sur Insta? Est-ce qu'un copain va reliker un truc que j'ai liké sur LinkedIn, sur Twitter, etc. Donc, vous voyez, c'est ce mécanisme. Alors, ce mécanisme peut être aussi vertueux pour s'organiser, mais là, quelque part, il n'est pas forcément vécu et travaillé de façon vertueuse. Alors Candy Crush, bon, j'adore, c'est vraiment un truc de dingue, c'est génial. Vraiment, alors le soufflet est un peu retombé, ça fait 2012. 2012. Je l'ai encore, je l'ai encore. Mais le soufflet est retombé. Le soufflet est retombé, mais c'était un business model juste incroyable. Donc ça a été, alors quelques mots. Ça a été créé sur Facebook. Au départ, c'est un jeu collaboratif. Vous savez le principe, c'est un jeu match 3. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'échec. Hop, on peut s'arrêter. Vous voulez pisser un coup, vous posez la tablette, vous épicez un coup, vous revenez. Alors, c'est fait
comme je sais que je peux interrompre à tout moment, je peux initier à tout moment une partie pour motiver à rentrer dans la partie. Ça, il descend historiquement des jeux genre Tetris, vous savez, Tetris, Bejeweled, Diamond Mine, mais Tetris, c'était fait pour qu'il y ait une stratégie. Il vous montrait, avant qu'ils arrivent, la forme des éléments qui arrivaient. Donc, après, là, j'ai une barre, là, j'ai un triangle, là, j'ai un carré, je vais anticiper, ça, je vais mettre ça là. Candy Crush, je vous le dis, hein, c'est quasiment un pur jeu de hasard, avec le rouge à lèvres, pour que je croie que je suis performant et que c'est grâce à mon intelligence que je franchis les niveaux. Bon, malheureusement, je suis désolé, c'est faux. Hein, et même des gens intelligents se font piéger. Donc, effectivement, eh bien, il y a cette pression sociale un petit peu sur Candy Crush. Au départ, c'est né sur Facebook. Et donc, vous aviez, sur la carte de Candy Crush, la vraie photo de vos copains en train, et tiens, lui, il est niveau 25, 26, putain, lui, il est débile mental, et moi, il faut que je fasse au moins mieux que lui. Hein, cette petite stimulation, voilà. Et donc, au départ, le financement, c'était un financement micro-achat, 89 centimes d'euros. Donc, on a 5 vies. Une fois que ces vies sont épuisées, si je suis impulsif, je paye. Si je ne suis pas impulsif narcissiquement, non, mais moi, je ne paierai pas, etc. C'est ce que je me disais, moi. Mais après, ils ont fait évoluer et ils ont mis de la pub. Donc, je regarde la pub et j'avance dans le jeu. Donc, c'est pareil, ils ont adapté leur business model. La finalité de tout ça, c'est toujours qu'on reste plus longtemps sur Candy Crush. Voilà. Et donc, c'était un jeu, effectivement, sur Facebook, il y avait la photo de vos vrais amis sur la carte Candy Crush. Donc, on se rapproche presque de la réalité augmentée. La vraie intrusion du monde réel dans le monde virtuel. On pourrait parler de Pokémon Go, Ingress, où il y a intrusion du monde réel dans le monde virtuel. Donc, c'est un business model incroyable. C'est très, très bien fait. Je vous le dis, vous arrêtez de jouer pendant 15 jours. Vous avez un niveau dur. Vous recommencez 15 jours après. En 2 sessions, vous passez le niveau. Il sait vous réhameçonner, etc. Il fait référence à la nourriture, etc. Il y a plein de choses. Hein. Bon, je passerai, ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Le design d'attention, le dark design. Alors, il s'adresse directement à nos biais cognitifs. Il va jouer avec notre cerveau, beaucoup d'infos pour qu'on fasse une petite synthèse. Pas assez de sens parfois, on va surinterpréter, et donc on va se faire une image. Le besoin d'agir vite, tant que je n'ai pas réagi, je ne suis pas serein. Il y a un truc, un mec a publié un truc, ah ouais, c'est un domaine, je suis expert dans ce domaine, ah merde, il faut que je réponde avant l'autre quand même, parce que... Et donc, tant que je n'ai pas répondu, voilà, ils savent faire. Biais de mémorisation, bien sûr, on va reconstruire nos souvenirs sur ce qui nous semble être le plus probable. Ils savent effectivement jouer avec notre cerveau pour nous motiver à rester dessus. Un modèle super, c'est le Hooks modèle. Alors, ça, je vous donne un exemple, c'est un modèle très très simple. Il a été développé par Nir Eyal, qui est conférencier. Donc, par exemple, je vois un article, je suis médecin. Je vois un article médical, addicto, qui m'intéresse. Tiens, c'est vraiment sympa, je vais le mettre sur LinkedIn hein, pour le montrer à mes copains parce que bah, c'est un truc sympa, j'ai envie de le partager, hop, je le mets. Donc voilà, j'ai un article intéressant, déclencheur externe, action, je le mets sur les réseaux sociaux et j'attends les retours, j'attends les likes, les commentaires. C'est très narcissique. Je poste, j'attends le retour. Les trolls postent des messages polémiques pour jouir d'avoir énervé les autres, mais là, c'est pas le cas. Ça peut être narcissique sans être pervers. J'attends le retour. Et je dis, est-ce que c'est agréable? Il y a 45 mecs qui sont tweetés où ils ont reliké Patrick Bendimerad, il a mis un article intéressant. Ah putain, 200 mecs, c'est génial. Voilà. Donc, et effectivement, et donc, ça me motive, moi, Patrick Bendimerad, ah mais attends, mais ça m'a fait tellement de bien d'avoir le truc là, c'est vraiment sympa. Je suis comme tout le monde, hein, voilà. Et donc, je vais en chercher un autre hein, que je vais remettre et comme ça, je me fais hameçonner et je tourne en boucle et je rentre dans ce mécanisme de jubilation entre guillemets narcissique, pas perverse, c'est humain de chercher la reconnaissance, qu'on dise Patrick Bendimerad, il connaît bien quand même l'addicto, les articles là, il est vraiment au point le mec, hein, c'est chouette et je suis content de ça. Donc c'est un modèle comme ça qui a été modélisé pour me motiver. Alors personal branding. Alors autant vous avez par exemple, alors je prends le patron de chez Leclerc, il va souvent à la télévision, il dit moi je suis très didactique, il décrit son image de marque, mais là c'est subi, c'est-à-dire que en fait les algorithmes vont capter comment moi je fonctionne, et donc je subis ça, hein, je subis ce mécanisme, et clairement, ils vont capter mes préférences via les algorithmes, et bien sûr via l'interopérabilité des bases de données qui vont échanger. Quelque part, ils me connaissent mieux que ma femme me connaît, quelque part, hein, on en arrive là. Et donc, ils vont regarder ce que je regarde, via l'adresse IP, via etc., le design. Tiens, je vais sur Insta ou je vais sur YouTube, je regarde, mais ça, quand on met trop de baskets, il voit Bendimerad, au bout de 15 secondes, il zappe, il passe à autre chose. Il regarde plutôt la voile, il fait du bateau, ça l'agace sur le métro de basket. Il regarde à quelle heure je me connecte, hein, est-ce que j'ai envie de voir de la voile, du basket à 20h, à minuit, etc. Donc rythmicité, horaire de connexion, etc., etc. Et tout ça, c'est augmenté par la puissance de l'IA, mais l'IA, il faut le prendre au sens anglo-saxon, au sens extraction de données. C'est vraiment ça, c'est pas l'intelligence au sens adaptation humaine. L'IA, c'est vraiment au sens extraction de données. Et bien sûr, suite à ces extractions algorithmiques, ils vont me proposer ce qui leur semble être sûrement le plus
propice à m'hameçonner sur les écrans et donc mettre des contenus et des annonces. Donc, vous savez, vous allez acheter un meuble dans un magasin en ligne, après vous aurez des pubs de meubles pendant 15 jours. C'est con, vous l'avez déjà acheté le meuble. Mais bon, c'est comme ça, il s'est habitué, il se dit, lui, il aime bien les meubles. La captation. Alors ça, c'est incroyable. Le scroll infini, vous avez vu, même sur YouTube maintenant, vous descendez, le scroll est infini. Sur Insta, c'est une page sans fin. Donc, je cite Marc Valeur avec les cacahuètes, vous savez, si dans une boîte de petits gâteaux, il y en a un qui est noir tous les 10, et que vous savez qu'il y en a un qui est noir tous les 10, merde, j'en ai mangé 10 déjà. 20, merde, j'en ai mangé 20 déjà. Je vais savoir. S'il n'y a pas de couleur, je peux en manger 50 sans savoir. Parce que chaque fois, mes petites activations avec le sel, le sucre, etc. Et donc là, le scroll, il est infini. Et donc, il n'y a pas de bas de page. Tout ça, pourquoi? Pour que je reste plus longtemps, bien sûr. Et alors, un truc qui est encore plus, j'allais dire vicieux, c'est pas vrai, c'est pas bien de dire ça, mais bien pensé, c'est les vidéos se lancent toutes seules. Même sur YouTube, maintenant, vous allez sur YouTube, ils vous montrent des bouts de vidéos qui commencent tout seuls. C'est-à-dire, vous n'avez même plus à faire l'effort de cliquer pour dire, tiens, ça, il y a une vidéo, là, c'est de la voile, ça m'intéresse, je vais regarder. Tac. Non, ça se lance tout seul. Donc, vous êtes capté, vous n'avez plus qu'à appuyer en bas. C'est pour, je le redis, nous amener à avoir des clics réflexes et limiter notre capacité à prendre de la distance et à réfléchir. Voilà. Les points de suspension. Vous êtes sur WhatsApp, sur un groupe, l'anniversaire d'un pote. Vous écrivez un message, etc. Puis vous voyez, ah, il y en a un, la point de suspension. Ah, ben, je vais attendre de voir ce qu'il a écrit. Petite stratégie pour faire 15-20 secondes de plus sur WhatsApp. Oui. Tout ça, c'est bien pensé, c'est très très bien pensé. Et donc l'idée, voilà, c'est continuer à retenir l'usager sur le réseau social, sur l'application. Bien sûr, calibrage du temps et pour ne pas lasser l'utilisateur. Les vidéos, ça dure trop longtemps, au bout d'un moment, je vais me lasser, donc elles ne sont pas trop longues. Voilà. Et puis toujours, les couleurs et le design. J'ai bien mis le mot appétitif, ça me fait penser à l'hameçon pour les rats dans mon grenier, pour les souris. C'est vraiment appétitif, c'est fait pour que j'aille le manger. Toutes ces stratégies sont bonnes, elles sont efficaces. C'est bon, on entend. Et puis, pour le clickbait. Le clickbait, c'est le piège à clic. Hein. Donc, proposition d'autoplay, j'en ai parlé. Souvent, caractère, je suis un homme, donc il va essayer de montrer des morceaux de fesses de femme, alors que c'est une vidéo sur le sport, il y a juste une sportive qui va à un moment, on verra un peu ses fesses. C'est pour motiver, stimuler un petit peu, voilà. La gamification, faire que ce soit comme sur un jeu, et pour que j'ai le sentiment que je suis dans un jeu, et donc pour augmenter mon engagement. Confusion entre article et pub, ce qu'on appelle le viral lift. Vous savez, vous allez sur les portails, on vous montre un truc, en fait, il y a un reportage, et puis en fait, c'est une pub. Hein, mais on s'est fait hameçonner. Voilà. Et on va être sur cette espèce de bulle informationnelle. C'est normal. Le site ou l'application va nous montrer ce qu'ils pensent que l'on est, ce que l'on a envie de voir. Par exemple, moi, si je suis très neurosciences, je vais sur les sites médicaux, je vais me connecter à des mecs qui sont très neurosciences. Et ils vont donc, comme je suis très une approche neurosciences, moi, ce qu'ils écrivent, je suis d'accord avec. Il a raison, ça me fait du bien. Chaque fois, je dis, machin, il dit comme moi, tac, petite circuit de récompense. Alors que dans l'absolu, je devrais voir ceux qui ne pensent pas comme moi. Je devrais m'abonner à ceux qui ne pensent pas comme moi. Et donc, les psychanalystes, par exemple, je n'ai rien contre du tout, ils disent les mecs neurosciences, c'est que des cons. En fait, nous, on a raison. Et donc, ils se connectent entre eux. Et ouais, on a raison. Les autres, le DSM, c'est n'importe quoi. Voilà, etc., etc. Quelque part, c'est inquiétant parce que c'est un système, sociétalement, qui va être renforceur de croyances externes et extrêmes, je veux dire. Et je ne ferai pas de politique, mais voilà, vous avez compris. Alors, le nudge marketing. Le nudge peut être très, très, très éthique. Hein, vous savez, c'est la stratégie du coup de pouce, du coup de pouce positif. Il peut être écologique, il peut être plein de choses, vertueux, mais il peut être aussi basé pour nous faire cliquer encore plus. Donc, c'est easy, attractive, social and timely. Il est basé sur le fait que nos réflexions, nos actions seront plus influencées par l'émotionnel, l'intuition, que par la rationalité. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Plusieurs phases, la création de confiance, l'environnement, la charte graphique du site, attirer l'attention par une petite rupture pertinente, un truc un peu nouveau sur l'interface. Hein, tiens, il y a un truc nouveau. Orienter mon choix, me convaincre de passer à l'action en disant toi, c'est bien, t'as vu, t'es cool, t'es engagé, vas-y, clique, fais-le. Hein, et puis ensuite, partage avec tes copains ce que tu as fait. Ça, c'est du nudge marketing, c'est du nudge, alors pas forcément éthique, en tout cas, c'est du nudge pour m'amener à plus cliquer. Et je dirais effectivement, c'est une économie entre guillemets de casino, hein, puisque toutes ces stratégies-là sont pour me pousser à devenir un joueur invétéré, en privilégiant le fait que j'ai des réactions réflexes plutôt que de réfléchir, les émotions plutôt que la pensée, la passion plutôt que la raison, et le stroboscope au détachement et l'analyse avec du recul de ce qui se passe devant mes yeux. Ça, c'est un petit exemple qui est connu, que j'aime bien parce que ça cause. C'est réflexion sur qui donne les ordres, hein, avec la question singulière de la liberté de choix. Mais j'ai proposé l'expression de empowerment digital, quelque part, que je sois libre de mes choix de ce que je fais dans la vidéo. Donc, vous voyez, j'ai mon téléphone portable, je me dis, ouais, donne-moi les mails, etc., explique-moi ça, etc., je te demande, dis-moi pour aller... Et en fait, il me demande du Wi-Fi, il me dit, tiens, fais ci, fais ça, etc. Et au bout du compte, on peut s'interroger sur
Qui est-ce qui donne les ordres? Est-ce que c'est moi à mon téléphone, mon assistant personnel, ou est-ce que c'est mon assistant personnel qui vient interrompre mes tâches et c'est lui, quelque part, qui a un ascendant sur mes attraits attentionnels, sur mon écologie psychologique? Alors, je ne peux pas faire un topo sans dire 2 ou 3 mots de propositions thérapeutiques. Hein. Quelques outils, au moins, par rapport au smartphone. Les notifs, moi, j'invite tout le monde à désactiver les notifs. Moi, je garde les SMS et les appels. Le soir, quand je suis chez moi, détendu, à minuit, 1h du matin, j'ai bossé, j'ai fait mes trucs, si j'en ai envie, je vais regarder LinkedIn, WhatsApp, Twitter, etc., quand je le veux, quand je le souhaite, au rythme qui me plaît. Mais je ne me fais pas interrompre mes tâches. Donc la nuit, téléphone pas dans la chambre, vous le savez, ceux qui travaillent sur le sommeil, tout ce qui rappelle l'éveil n'a pas sa place dans la chambre, chez ceux qui sont insomniaques. S'accorder des moments sans téléphone, pas de portable dans les temps familiaux, je propose, vous savez, le plan média famille, on négocie tous ensemble comment on fait pour les médias dans la famille. Décrocher de son portable, il y a une appli sympa, c'est Forest, l'appli gratuite, où un arbre pousse, etc. Puis si on paye, ils plantent vraiment des arbres, hein, c'est pas mal. Et puis moi j'ai installé Action Dash, j'ai pas d'action chez eux, mais Action Dash, ils me disent ce que j'ai fait. J'ai mis aussi, je suis de mes enfants quand même, hein, ils ont 15 et 16 ans, donc des fois j'ai jeté un petit œil quand même, en leur disant on va regarder ensemble, hein, voir le temps qui passe sur Internet. Voilà. Au total, je dirais, c'est informer les usagers sur l'économie de l'attention et sur ses stratégies. J'ai la croyance que quand on est informé quand même, on peut mieux peut-être se protéger. Vigilance bien sûr par rapport aux données privées, mais je pense que le mal est déjà fait en bonne partie. Réfléchir et sensibiliser nos politiques, ce n'est pas les entreprises qui vont réguler. On a vu pour l'alcool, quand on demande aux alcooliers de réguler, de faire la prévention, on voit ce que ça donne. Donc c'est des conneries, hein. C'est à l'État de réguler, c'est aux instances de réguler. Les entreprises sont en concurrence entre elles. Elles ne vont pas se mettre un boulet au pied chacune. Donc forcément, c'est à la tutelle de réguler, c'est à nous de pousser pour qu'ils régulent. Et puis, on peut avoir un peu d'espoir. Il y a le lâcher-prise, c'est quand même dans l'air du temps, et peut-être éventuellement l'heure à l'écran. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Patrick pour ce topo passionnant. Est-ce qu'il y a, qui est d'actualité en plus, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, docteur Farage. Chéric, de Nice, the best of the best dans le sud de la France. Thank you very much. You're welcome, baby. Patrick, merci. C'est très intéressant. Juste une petite question pour démarrer. Tu n'as pas parlé de TikTok? C'est vrai. Je vais te dire, hein, j'ai parlé de ceux où je suis connecté, que je connais donc. Et mes enfants, bien sûr, sont sur TikTok, mais je n'ai pas TikTok. Mais tu as raison, mais j'aurais pu en parler. Globalement, de toute façon, c'est le même business model, c'est le même fonctionnement, donc ça se rapproche quand même. Mais TikTok, pourquoi? Parce que c'est les courtes vidéos, c'est les réels actuellement qui sont développés de quelques secondes, et on passe à autre chose. Et c'est quelque chose qui en fait, cartonne et qui est hyper addictogène. C'est le même principe, c'est ce que je disais, c'est des petits moments courts, hein, le calibrage des activations du circuit de la récompense, des petits moments courts et efficaces. Mais aujourd'hui, Insta le fait aussi, YouTube le fait aussi. Quand tu vas sur Twitter, tu as des vidéos, enfin X maintenant, mais c'est des vidéos, c'est pareil. Sur LinkedIn, c'est pareil. Voilà, donc c'est le même mécanisme, effectivement. Je le connais moins bien, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Alors, une autre question sur le fond. Est-ce que ça rend addict finalement, ou juste les gens vulnérables qui deviennent addicts? C'est la vraie question, c'est la question de gateway. C'est la question de gateway. Je répondrai comme Laurent pour les addictions sexuelles. Ça va rendre addicts ceux qui sont vulnérables. Ceux qui sont vulnérables vont se faire piéger. Et donc cela. Et ça, en plus, ce que je trouve de bien, c'est parler des écrans. C'est un bon modèle pour aborder d'autres addictions. C'est un modèle qui est moins stigmatisant. Parfois, même les gens disent « Ouais, moi je suis addict, c'est cool ». Presque, ils revendiquent d'être addict aux écrans. Donc, je pense que c'est un bon modèle, mais ceux qui se font piéger, c'est malheureusement souvent ceux qui sont vulnérables, ceux qui ont des activations plus fortes sur de la récompense, les attention seekers, etc. Et la masse, c'est quand même usage problématique, c'est la terminologie utilisée, c'est plutôt usage problématique, en fait. Toute la littérature est sur ça, parce que l'addiction est très, très, très mineure, en fait. Et je répète aussi que c'est vachement sympa de surfer sur les réseaux sociaux. C'est vachement agréable. Hein. Il faut faire attention à ce qu'on dit. D'ailleurs, abonnez-vous à Patrick Bendimerab. Il me semble que dans ton topo, il manque une petite chose, c'est la part des influenceurs qui sont tous, bien sûr, devenus les référents pour, entre autres, les plus jeunes. C'est vrai, je n'en ai pas parlé, c'est vrai, parce que je n'y suis pas trop. Mais c'est vrai, c'est tout à fait... quand je referai ce topo, je rajouterai un truc sur les influenceurs. C'est vrai. Une autre question? Il y a 3 questions. Allez-y, allez-y, allez-y. Oui, bonjour. Merci pour ce topo, c'est très intéressant. Moi, j'ai une petite question, puisque vous l'avez évoqué brièvement. Qu'est-ce que vous pensez du contrôle parental? Est-ce que ça leur apprend l'autorégulation?
Alors moi, je suis un fervent adepte du plan média-famille. Contrôle parental, j'y crois pas trop. Les gamins, ils sont meilleurs que nous des fois, ils peuvent traficoter. J'y crois pas trop. Le plan média-famille, le dimanche après-midi, pas quand on vient de s'engueuler. On vient de manger, la famille est bien, on est content, c'est cool, on a bien mangé, papa a pris le café, etc. Et on négocie tous ensemble comment on gère les écrans dans la famille. C'est ce qui est préconisé par les pédiatres, par la société française et américaine. Et donc, on négocie tout. Et chez moi, je l'ai fait. Les enfants, ils me disent, papa, le portable à table, t'arrêtes, hein? Ouais, mais c'est le boulot. Non, papa, t'arrêtes. OK. Donc, on a négocié ça. Et après, c'est le cadre éducatif, c'est dire ce que je fais et faire ce que je dis. Hein, mais surtout, ne jamais promettre ce qu'on ne tient pas, c'est terrible. Je vais le dire à ton père, ça veut dire que j'ai pas l'autorité. Je vais le dire à ta mère, ça veut dire que j'ai pas l'autorité. Donc on doit assumer ses décisions en tant que parent. Et vraiment, c'est ce cadre éducatif qui est rassurant pour les enfants. Alors, je suis psy adulte, je suis pas pédopsie, mais on sait tous que les ados vont chercher sans cesse à contester, à titiller ce cadre éducatif, non pas pour le défoncer, pour vérifier qu'il est bien là. Hein, parce qu'il est rassurant. Donc, moi, je suis très adepte, plan média-famille, et je me suis appliqué à moi. Moi, mon fils, il a un PC gamer, hein, qui est dans mon bureau, à côté de mon PC, quand je travaille, pas dans sa chambre. Voilà. Merci. Action Dash, mais c'est pas mal, il y en a d'autres. Hein. Mais c'est pas mal, ça donne notre consommation à la journée, à la semaine, etc. Et c'est un mouchard, entre guillemets, qui me dit tout ce que j'ai fait sur mon smartphone depuis une semaine. Et donc, c'est vachement intéressant, même pour nous. Hein. C'est un bon outil. Après, moi, j'aime pas trop le côté gendarme. C'est pour ça que je vais pas regarder le téléphone de mes gamins quand ils sont pas là. C'est leur intimité, comme le sac de ma femme. Je vais pas regarder ça. Donc, avec eux, ils le savent, ils ont Action Dash, et je leur dis, attention, là, moi, je trouve que ce week-end, on fera un petit point Action Dash. Je les préviens, hein, et on le fait ensemble. Voilà. Mais tout se négocie. Il faut tenir. Une question encore ? C'est bon, ok. Après, c'est toi ? Oui. Vas-y, prépare. Merci. Donc, Nassim Elimari, moi je suis chercheur en neurosciences cognitives. Je vous inviterai juste à considérer un phénomène récent qui a émergé, c'est le phénomène des podcasts. C'est un truc qui monte beaucoup. Et c'est assez contradictoire en fait avec les interprétations classiques des tout petits temps, donc comme ce qu'on disait avec TikTok. Le plus connu, c'est Joe Rogan aux États-Unis. Il fait 25 millions de vues ou d'écoutes, ou peu importe, par semaine. Et c'est des contenus de 3h30, c'est super long, c'est super complexe. Ça va être sur des questions de société, sur des trucs comme ça. Et je suis toujours très intéressé parce que la moyenne d'âge, c'est, je crois, 24 ou 25 ans. Donc c'est quand même des personnes jeunes, c'est des personnes qui vont squatter toute la journée devant des podcasts. Et malgré tout, en dépit du fait que ce soit du contenu complexe et super long, on a aussi ce phénomène un petit peu addictif où on va systématiquement y retourner. Du coup, je voulais savoir, c'était quoi comment vous intégrez le phénomène podcast justement dans ces techniques de nudge? Après, la question, c'est la question du sens. Peut-être qu'au bout d'un moment, certains jeunes, quand même, nous-mêmes, on a bien la perception qu'il n'y a pas de sens à cliquer sans cesse. Donc, on peut se poser la question, j'ai parlé du ras à l'écran, mais on peut se poser la question aussi qu'au bout d'un moment, quand même, on a un peu libre arbitre et on va chercher à redonner du sens à ce qu'on fait et faire des choses qui nous soient, je dirais, intellectuellement utiles et profitables. C'est aussi, je dirais, narcissiquement, c'est aussi intellectuellement gratifiant de se remettre à des choses intelligentes. Voilà. Donc, je n'ai pas de point de vue transcendantal sur ça, mais moi, je le verrai à froid. Ma réponse, je le verrai plutôt comme ça, sur le fait que quand le curseur va beaucoup d'un côté, après, il va peut-être un petit peu de l'autre aussi. Et donc, ça peut être quelque chose d'utile qu'on cherche à redonner. Moi, je suis très branché thérapie acte, par exemple, et on travaille sur les valeurs et sur le sens des choses qu'on fait. Hein. Et au bout du compte, c'est de passer un maximum de temps à accomplir des actions en phase avec les valeurs qui sont importantes pour nous, pour être dans un certain degré d'harmonie avec soi-même. Voilà, je résume un petit peu mon approche. En consulte, j'utilise souvent ça comme outil, hein, pour aider à redonner du sens. Merci Patrick, il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on... Ah, il y a une petite question. Il y a une petite question et après il faut qu'on écoute quand même Julie Gustiani quand même, qui va nous parler des biomarqueurs et des trous de jeux de hasard et d'argent, un sujet passionnant. Question rapide. Oui, merci pour ta présentation. Est-ce que tu trouves que les stratégies comportementales là, que tu as mentionnées, est-ce que déjà tu les abordes avec certains patients et est-ce que tu trouves que ça fonctionne, que les gens arrivent à les mettre en place ou pas trop? Parce que vu que ça utilise beaucoup nos biais cognitifs justement, du coup, parfois les stratégies comportementales ne sont pas très efficaces. Donc, voilà. Est-ce que toi, tu as un peu des retours? Alors moi, je suis TCCiste sur le tard, hein, mais je suis très branché matrice acte, hein, et thérapie acte. Donc l'idée, moi, c'est d'accompagner déjà ceux que ma consulte soit vraiment sympa.
Quelque part dans ma stratégie thérapeutique, il faut aussi que les patients viennent souvent nous voir en pensant qu'ils vont se faire engueuler. Et bien sûr, c'est l'inverse. Ils nous demandent de mettre le costume de gendarme pour nous le reprocher ensuite, parce que ça entretient les mécanismes de déni, de projection. Donc, moi, effectivement, je suis très sur l'approche des valeurs, bien sûr les biais cognitifs, mais c'est ce qu'on a fait là à l'instant, c'est entre nous, échanger, mieux appréhender les biais cognitifs, comment jouer au cerveau, pour que nous, on puisse informer les patients, que les patients deviennent experts d'eux-mêmes. Hein. La pérédance a du sens aussi, et l'idée, c'est ça. Donc, j'ai peut-être l'illusion que les TCC peuvent nous aider quand même à retrouver un peu de sens aux choses, mais en restant humble. Merci Patrick. Là, vous pouvez l'applaudir. Voilà. Je propose qu'on passe au topo de Julie Luciani, donc sur les biomarqueurs et troubles de jeu de hasard et d'argent. Vous allez voir un sujet passionnant. Alors qui apparaît beaucoup moins sexy que les sujets précédents, mais je vais essayer de vous rendre ça vraiment intéressant. L'idée, c'est donc les résultats préliminaires de l'étude Blunder qui portait sur l'identification d'un biomarqueur de risque de transition vers un jeu pathologique chez les joueurs de poker en ligne. Donc globalement, pourquoi on s'est intéressé au poker en ligne? Parce qu'en France aujourd'hui, 32% des personnes rapportent avoir une activité de jeu en ligne, donc 32% sur la population des joueurs, et 46% de ces joueurs sont des joueurs de poker en ligne qui disent avoir une activité de jeu dite quotidienne. Or, ce que l'on sait aussi, c'est que l'activité de jeu en ligne et l'activité quotidienne sont des facteurs de risque de transition vers une activité de jeu dite pathologique. Alors en cela, les joueurs de poker en ligne nous paraissaient être une population intéressante, un modèle intéressant pour aller chercher, identifier un biomarqueur. Alors, le poker, c'est important de le souligner, c'est un jeu de hasard et d'argent qui n'est pas véritablement comme les autres, dans le sens où c'est un jeu qui est dit stratégique. Effectivement, sur une machine à sous, globalement, on sera tous égaux sur l'issue du jeu. En revanche, on sait bien que les joueurs de poker, eux, et les joueurs de poker en ligne, ont des habiletés qu'un non-joueur n'aura pas. Une habileté dans les connaissances, dans la gestion des compétences. Quand on discute notamment avec les joueurs de poker, ils évoquent souvent la gestion de la bankroll, qui est globalement la gestion de leur cagnotte, et ils savent très bien comment il faut procéder aux mises sur des stratégies au long terme. Parce que ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'ils peuvent avoir une influence sur l'issue du jeu, pas sur la main immédiate, mais sur une série de mains qui serait de 100, 200, puisqu'ils profitent de la loi des grands nombres pour avoir un essai positif. Et donc, il y a ces éléments-là, puis aussi, il y a la gestion des émotions, parce qu'on le voit bien, le poker, c'est un jeu très stressant, très contraignant, où il est important de savoir gérer ses émotions. Et d'ailleurs, dans la littérature, et les joueurs évoquent souvent cette question de gestion du tilt. Le tilt, c'est le moment où, suite à une mauvaise main, il y a une perte de contrôle émotionnel, souvent en lien avec de la frustration, de la colère. Et c'est là où il peut y avoir des prises de risque sur une perte de contrôle. Et donc, globalement, nous, notre hypothèse, c'est que les joueurs de poker à risque, ils auraient de moins bonnes aptitudes décisionnelles que les autres joueurs, et que cela serait en lien avec une moindre habileté à gérer leurs émotions durant une session de jeu. Alors, pour évaluer les aptitudes décisionnelles, classiquement, on utilise une tâche monétaire de prise de décision qui s'appelle l'Iowa Gambling Task. Alors, je ne sais pas si ici des gens connaissent l'Iowa Gambling Task, mais c'est un jeu durant lequel les sujets apprennent sur des choix successifs à s'orienter vers la stratégie qui est dite optimale. Et donc, ces 4 tas de cartes, il y a 2 tas qui sont dits désavantageux et 2 tas qui sont dits avantageux. Et puis, les gens, au fur et à mesure de ces choix successifs, apprennent et s'orientent vers la stratégie optimale. Donc, ce qui est important de souligner aussi, c'est que cette tâche de prise de décision, elle implique vraiment une condition d'incertitude sur le début et une grande partie de son évolution, puisque les gens, finalement, ne connaissent pas vraiment la règle. Ils la découvrent au fur et à mesure qu'ils jouent. Et donc, il n'y a pas de prise de risque consciente en dehors de la fin des essais, où là, ils ont une bonne connaissance de la composition des tas de cartes. Donc, ce qui est connu chez les joueurs, mais c'est aussi connu chez les sujets addicts et d'autres personnes, c'est que les personnes qui souffrent d'addiction ont de moins bonnes aptitudes décisionnelles, et cela implique aussi du delay discounting, dans le sens où les gens privilégient systématiquement les récompenses immédiates au détriment de conséquences dommageables à l'avenir. Et donc,
On a reproduit ces éléments-là sur une étude précédente dans laquelle on a pu comparer des non-joueurs. Et c'était important de le souligner que c'était une population saine non-joueuse qu'on a comparée à des joueurs sans problématique. Et on voyait que les joueurs avaient de moins bonnes aptitudes décisionnelles. Et cette aptitude décisionnelle serait d'autant plus altérée qu'il y aurait un jeu pathologique. Et donc on a deux hypothèses sur ces altérations décisionnelles. C'est qu'il y aurait une attention accrue à l'ampleur du gain, c'est-à-dire les gens seraient un petit peu surexcités par la perspective du gain et de ce fait choisiraient systématiquement une stratégie défavorable, ou qu'il y aurait un surtraitement préférentiel de la perte, un petit peu comme on peut le percevoir dans ce comportement de chasing. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être pu mettre, je pensais avoir un peu moins de temps, mais j'aurais peut-être pu mettre les critères, et le jeu, le poker, le jeu d'argent, se distingue des autres jeux, des autres addictions, dans le sens où il y a cet item qui s'appelle le chasing. C'est cette volonté de vouloir se refaire constamment. Et d'ailleurs, généralement, moi, dans ma pratique, quand je vois que les gens sont dans cette volonté de se refaire, c'est presque un indicateur systématique de jeu pathologique. Si cet item est là, c'est qu'il y a déjà des déficits. Et d'ailleurs, c'est un indicateur de gravité, puisque quand les gens veulent se refaire, ils prennent de plus en plus de risques financiers pour combler, pour masquer les pertes financières, et il y a une espèce de cercle vicieux qui s'instaure. Donc globalement, on est dans cette idée que les aptitudes décisionnelles et l'activité neuronale qui serait associée pourraient témoigner d'un niveau de risque. Donc pour cela, comment on a fait? On a pris des hommes droitiers de 18 à 40 ans. Alors c'est pas qu'on juge que les autres n'ont pas d'addiction, c'est juste pour des raisons méthodologiques, pour limiter les biais qui seraient dus soit au genre, soit à la latéralité. On les a pris sans troubles neuropsychiatriques, et donc on a inclus 40 joueurs de poker. On les a distingués, alors avec un score certes assez bas à l'ICJE, les joueurs bas risque, 20, c'est ceux qui avaient un score qui était inférieur à 3, et les joueurs au risque, ou moyen au risque, qui étaient ceux avec un score supérieur à 3. Puis après, on leur a fait passer une batterie de questionnaires, notamment pour exclure un trouble dépressif ou un trouble anxieux, mais aussi pour voir leur profil de personnalité et leur vécu hédonique, la Chapman, la Chaps, et puis aussi les comportements d'approche et d'évitement qu'on peut voir avec la BIS-BAS. Une fois qu'on a fait cela, on leur a fait passer un modèle, une version informatique de l'Iowa Gambling Task, adapté à l'enregistrement des potentiels évoqués via un électroencéphalogramme haute résolution. Comme vous pouvez le voir, un 256 électrodes, c'est moi en photo, c'est très confortable, il n'y a pas de souci. Et donc, ce que l'on fait, c'est que les gens, quand ils performent cet Iowa Gambling Task, on enregistre leur activité cérébrale, ce qui nous permet de ressortir ce qu'on appelle des potentiels évoqués. Les potentiels évoqués, c'est une modification de l'activité électrique de notre cerveau en réponse soit à un stimuli externe, type j'entends du bruit, je sens quelque chose, soit aussi à un traitement cognitif. Et donc c'est pour ça aussi où il nous faut des tâches très, très épurées, dans le sens où s'il y avait du bruit, s'il y avait un habillage, comment dire, comme dans les jeux, avec beaucoup de couleurs, ça risquerait de fausser le traitement. Je le dis parce que souvent les joueurs nous faisaient le reproche de dire votre tâche, elle n'est pas très sexy globalement. Moi, quand je joue, il y a d'autres choses qui viennent me happer. Et là, on était vraiment dans quelque chose de purement neurobiologique et vraiment d'essayer d'extraire au maximum cette question de l'aptitude décisionnelle. Donc, globalement, quand on prend l'ensemble de notre groupe de poker, on observe qu'ils améliorent leur performance tout au long de la tâche. Ce qu'on voit ici, c'est le net score. Donc le net score, à chaque fois, c'est globalement le nombre de choix avantageux. Et on voit qu'au fur et à mesure de la tâche, les gens progressent et que sur les 3 derniers essais, il y a une véritable différence qui est significative avec les premiers essais, soulignant que les sujets ont appris et ont amélioré leur performance. Cependant, quand on prend le temps de différencier nos groupes, on voit finalement que les joueurs bas risque performent mieux que les joueurs haut risque. Et surtout, ce qu'on observe, c'est que les joueurs haut risque ont une progression avec une différence significative avec les premiers états qui notent qu'il y a une amélioration de la performance, alors que les joueurs haut risque, eux, stagnent. Les premiers essais et les derniers essais, il n'y a pas véritablement de différence significative. Alors, quand on prend le net score total, on ne voit pas véritablement de différence. Il y a une tendance de ces deux groupes qui montrerait quand même que les joueurs bas risque apprennent mieux et progressent mieux que les joueurs haut risque. Mais donc ici, ce n'était pas vraiment le point de vue comportemental, parce que toutes les personnes qui travaillent avec l'Iowa Gambling Task le savent, c'est que c'est une tâche qui est complexe et il y a différents processus cognitifs qui entrent en jeu
dans l'issue de la tâche. Il y a toutes les fonctions exécutives, la mémoire de travail, la mémoire tout court, qui viennent influencer sur l'issue du jeu. Il y a même d'ailleurs des études qui montrent aussi qu'il y a des aspects un peu socio-économiques qui vont influencer, c'est-à-dire si vous êtes quelqu'un avec des problèmes d'argent versus une personne qui est plutôt bien installée dans sa vie, ça peut influencer sur l'issue du jeu. Mais nous, ce qui nous intéressait véritablement, c'était vraiment la composante émotionnelle et le traitement donc de la récompense, puisque on est dans les addictions, et nous, ce qui nous intéresse, c'est le système de récompense. Et donc, ce qu'on peut voir, donc, on fait un traitement un peu classique, c'est-à-dire qu'on choisit des électrodes, ici c'est PZ, qui est une électrode centrale, et on va extraire cette activité cérébrale et analyser ses potentiels évoqués. Et donc, il y a une onde qu'on appelle une onde tardive du traitement de la récompense, qui est la P300, qui est une onde qui est associée donc au traitement du gain et de la perte, mais qui est aussi associée à des composantes de mémoire de travail, des composantes aussi motivationnelles. Et bien, ce qu'on observe, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les joueurs haut risque surtraitent l'information de perte comparativement aux joueurs bas risque. Et mieux que ça, on voit que les joueurs bas risque, ben, globalement, ils traitent de manière quasi similaire le gain et la perte. Donc, ce que l'on voit déjà, c'est qu'on arrive, via ce biomarqueur, à distinguer nos deux populations. Et puis, quand on prend le temps de calculer s'il y a une corrélation avec l'ICJE, ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a une corrélation entre l'amplitude de cette P300 et le risque de transition vers une activité de jeu pathologique. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'on voit que c'est facilement analysable et que ça permet véritablement de différencier nos deux populations. Ce qu'on observe aussi, là on a procédé à une analyse de segmentation, c'est-à-dire que la segmentation, c'est une technique qui permet de segmenter l'activité électrique cérébrale en fonction des temps, de grandes moyennes d'activité électrique stable. Et donc c'est une manière qui se fait de manière automatique et qui permet d'analyser, de ressortir les temps d'intérêt. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a cette période qu'on n'a pas, la carte 1 qui est en bordeaux ici, qui apparaît vers 150-175 millisecondes. Et là, on voit qu'elle apparaît donc lors du traitement du gain et de la perte. Mais surtout, ce qu'on observe, cette carte, c'est que chez les joueurs bas risque, elle n'apparaît pas. Et sur ces temps-là, c'est un temps qu'on peut associer à ce qu'on appelle la feedback related negativity, qui est un traitement précoce du gain et de la perte. Mais j'y reviendrai plus tard. Et on observe encore une fois que les joueurs au risque surtraitent la perte. Mais ça, c'est intéressant parce que ça paraît un peu, peut-être un peu nébuleux comme ça, mais d'un point de vue clinique, ça fait vraiment sens avec ce que l'on peut observer quotidiennement. Donc, quand on prend le temps sur cette histoire de P300, que ici on observe via la segmentation sur un temps d'analyse de 290-440 millisecondes, qui est un temps assez classique pour la P300, on observe effectivement qu'il y a un surtraitement de la perte. Et puis, quand on extrait cette donnée et qu'on fait une analyse, une cartographie de surface qui nous permet de voir les zones d'activité, on observe effectivement qu'il y a un surtraitement de la perte chez les joueurs au risque. Alors en ça nous intéresse parce que ça revient à des données de la littérature qui sont maintenant, qui datent d'une dizaine d'années, qui sont de l'équipe de l'INET et qui étaient faits initialement en PET puis en IRM, qui montraient que les joueurs au risque avaient une suractivation striatale lors du traitement de la perte, qui était associée à une dysrégulation dopaminergique et qui, selon eux, était aussi associée à ce comportement de chasing qui fait que les sujets, ils surréagissaient plus à la perte qu'au gain. Et je trouve que c'est assez intéressant dans le sens où quand on travaille avec les gens qui ont une activité de jeu pathologique, souvent on se rend compte que le gain, il n'est pas si savoureux que ça. Finalement, souvent, je leur demande, mais si vous gagnez, qu'est-ce que vous allez faire? Et puis, ils ne sont pas tant excités de ça. Ce qui les excite, ce qu'ils viennent rechercher, c'est ce temps déjà de suspens où tout est incertain et tout est possible. Ils le disent, il y a un moment un peu, c'est le thrill of winning. Et puis, ce moment qui est aussi crucial, qui est le moment de perte, où là, véritablement, il y a cette perte de contrôle et, qui vient entraîner la prochaine activité de jeu. Et donc, en ça, je trouvais que c'était assez cohérent dans la clinique. Après, l'électroencéphalographie haute résolution, parce que mettre 256 électrodes sur la tête de quelqu'un, c'est bien, mais il faut que c'est un objectif. Donc, ça nous permet de faire ça, mais globalement, un EEG conventionnel pourrait aussi permettre de le faire en dehors de la cartographie de surface. Et ce que ça nous permet de faire aussi, c'est surtout de la localisation de source. Alors,
on reste quand même sur un enregistrement de surface de l'activité cérébrale. On n'a pas cette précision que pourrait avoir l'IRM, mais la localisation de source, par le biais d'algorithmes que je serais bien incapable de vous expliquer, permet d'identifier quels sont les générateurs de cette activité cérébrale. Et donc, ce qu'on observe pour cette P300, c'est qu'il y a les gyrus frontaux inférieurs qui sont associés au contrôle émotionnel et à l'impulsivité qui sont impliqués, et les lobes temporaux sur la mémoire visuelle spatiale et la mémoire figurative. Là aussi, c'est intéressant dans le sens où je vous rappelle qu'on est sur une tâche qui est purement visuelle et qui nécessite de ce fait des mises en mémoire et des réactualisations et une gestion émotionnelle pour procéder aux choix à venir. Enfin, comme je vous le disais, il y a cette histoire de localisation de source avec cette feedback rating negativity. Alors, cette onde, moi, elle m'a passionnée parce que quand on prend le temps de lire la littérature qui traite de cette FRN, ce qu'ils viennent dire, c'est que c'est associé à l'erreur de prédiction. Alors, l'erreur de prédiction, c'est là où finalement le système dopaminergique vient décharger. Souvent, on dit vient traiter la récompense. Mais le système dopaminergique, il va se suractiver, surtout quand il va coder la différence entre la récompense que j'ai attendue et la récompense que je perçois. Ce que je dis souvent aux étudiants, c'est dites-vous globalement que c'est mieux, si vous voulez séduire quelqu'un, lui faire une petite surprise, une petite bricole, mais petite attention que les gens n'avaient pas vu venir, plutôt que de dire tu verras, je vais te faire un gros cadeau, tu verras, je vais t'offrir une belle voiture, quelque chose qui paraît énorme, parce que finalement la personne va attendre et elle va traiter la différence. Et puis finalement, cette voiture, elle n'est peut-être pas si bien ou quoi que ce soit. Alors que les petites attentions qui sont là en surprise, là, elles viennent faire réagir. Et globalement, c'est ce qui se passe, c'est qu'on vient toujours traiter l'erreur de prédiction. Et donc, globalement, cette erreur de prédiction, elle est censée s'atténuer. C'est globalement, plus j'apprends la tâche, et plus j'arrête de traiter cette information positive, puisque en fait, tous ceux qui ont déjà performé l'IGT, il n'y a pas de secret. Hein. Globalement, une fois qu'on a compris comment ça marchait, on n'est plus très surpris. Et globalement, les joueurs bas risque, eh ben, il y a une extinction lors du traitement du gain, ce qui est cohérent, puisque ça vient dire qu'il y a un apprentissage de la tâche. Et ils ont un apprentissage qui est donc plus rapide. Donc je rappelle vraiment que cette onde, elle est là, elle est censée s'éteindre une fois qu'on a compris comment ça marchait. Or, ce qu'on observe aussi, c'est que les joueurs au risque, eux, maintiennent une activité. Ce qui revient à une étude de Hoberg en 2011 qui est rapportée chez les joueurs pathologiques qui avaient une hypersensibilité à la récompense sur cette FRN précoce, en disant vraiment que c'était plutôt une hypersensibilité. Alors moi, je ne le vois pas plus... Alors on peut dire une hypersensibilité, moi je vois surtout le fait qu'ils n'apprennent pas. Et que les joueurs bas risque, en tout cas les gens qui jouent et qui n'ont pas de problème, eux, ils apprennent de cette tâche et ils ont une activité cérébrale qui en témoigne. Et enfin, on a fait donc une localisation de source, parce que c'est toujours intéressant, 256 électrodes, autant qu'à faire, on va faire quelque chose avec, d'observer quelles sont les parties, quelles sont les zones cérébrales qui sont génératrices de cette activité. Et donc, on a le cortex cingulaire antérieur, qui est un générateur très connu de la FRN, qui est mis en place dans la détection de l'erreur et la gestion de conflits. Et encore une fois, les lobes temporaux. Et donc, dans la FRN, c'est associé au retour d'informations différées, au fait de lier les informations et de créer des associations. Donc, en soi, ça reste très pertinent au regard de la tâche de l'Iowa Gambling Task. Alors, en conclusion, ce qu'on veut dire, c'est que là, ça va nous permettre peut-être de développer des outils simplifiés. Hein. Il faut simplifier la procédure pour identifier précocement les différents types de joueurs et les orienter précocement dans les filières de soins. On va simplifier la procédure. Là, on travaille sur un outil qu'on a appelé le LabLife qui permet véritablement aux gens d'avoir une manipulation papier et de sortir du côté virtuel avec une réduction du nombre d'électrodes pour que ça soit plus facilement réalisable. Et aussi, ça nous permet, la poursuite de ces études, de pouvoir identifier des cibles thérapeutiques, voire encore de pouvoir identifier les personnes qui seraient éligibles, par exemple, à un traitement par stimulation cérébrale. Je vous remercie pour votre attention. Merci Julie pour cet exposé passionnant et novateur. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, une question là. Merci. Frédéric Chambre, médecin addictologue. Est-ce que d'après vous, si on arrive à simplifier le protocole, ça pourrait ouvrir une piste thérapeutique de feedback? Alors oui, c'est vrai que... Ça marche? Oui.
On en a beaucoup parlé avec les joueurs qui venaient et on s'était dit que ça serait intéressant de travailler sur une procédure, on l'avait appelé, on l'appelle entre nous le tilt test, d'essayer d'avoir une version simplifiée dans laquelle on entraînerait les joueurs à mieux gérer leurs émotions. Alors après, voilà, se posent des questions éthiques sur la réalisation de cet outil, parce qu'on sait qu'il y a un commerce sur le poker avec des coachs, et rapidement ça pourrait être dévié, je pense, mais on a vraiment évoqué cet outil-là de neurofeedback en réalité. Oui, je me permets de poser la question rapidement. Donc, comme vous l'avez super bien expliqué, la Feedback Related Negativity, c'est un index de la détection en fait, entre les attentes et les résultats effectifs. Et plus il y a d'écart, plus il y a... Du coup, en fait, ce qui serait intéressant, ce serait de savoir si vous avez fait une analyse des données qui précèdent le feedback, en fait, ou plutôt même la réponse. Puisque là, pour le coup, la FRN, c'est un truc qui est envoyé après, comme résultat. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe en amont pendant qu'ils sont en train de préparer leur réponse? Alors, c'est des données qu'on doit encore analyser, mais c'est vrai qu'avant le choix, il y a une onde qu'on appelle la Decision Preceding Negativity, et dans lequel on voit qu'il y a une modification, une positivité ou une négativité qui apparaît en fonction de la détection des risques des différents tas. Et donc, c'est vrai que ça, c'est des choses qui pourraient être analysées. Sur les premières études qu'on avait vues, il n'y avait pas de différence. Les premières analyses qu'on a fait, il n'y avait pas de différence entre les groupes. Ça ne nous permettait pas de dissocier, mais c'est des résultats préliminaires. Ça mérite d'être affiné. D'accord, merci. Donc Charles Aubry, médecin addictologue. Je voulais savoir pourquoi vous avez choisi uniquement des joueurs de poker en ligne et pas des joueurs sur table. Parce que quand on joue sur table, la réaction de l'adversaire est primordiale en fait. Et donc ça permet d'orienter le choix du joueur. Et je voulais voir si vous avez d'autres études prévues avec des joueurs de table pour voir si les résultats sont superposables. Alors là, dans l'immédiat, on n'a pas d'études sur les joueurs de table. Alors après, c'est peut-être un biais, mais comme on veut s'intéresser vraiment aux joueurs pathologiques, on a pu observer que le phénomène de jeu pathologique était quand même moins prévalent chez les joueurs de table, qui avaient vraiment plutôt une composante sociale. Et que, alors par facilité, dans le jeu en ligne, il y avait quand même une plus forte prévalence de joueurs pathologiques, et qu'en ciblant cette population, sans même demander à avoir des joueurs pathologiques, on avait plus de chances d'en rencontrer. Ce qui s'est effectivement passé d'ailleurs. Merci beaucoup. On va passer au dernier topo, donc Jean-Marc. Son travail sur les écrans et le DSM-5. Vous m'entendez bien? Oui. Bon, merci d'être resté. C'est toujours agréable. Alors, attends, on va lancer le diaporama quand même. Je ne vois pas la flèche. Oui, vas-y. Si tu vois. Hop. Magnifique. Donc, je m'appelle Jean-Marc Alexandre. Je travaille avec le professeur Marc Royacombe au laboratoire SAMPSI, CNRS Université de Bordeaux, et au centre hospitalier Charles Perrin, CHU de Bordeaux. Et donc, je vais vous présenter un travail qui s'intitule « Addiction aux écrans et DSM-5, une enquête de terrain en Nouvelle-Aquitaine ». Alors, je fais exprès d'être un petit peu provocateur avec ce terme d'addiction aux écrans. Déjà, juste pour vous resituer un petit peu, tout ce que je vais dire là est en fait tiré d'une publication que le laboratoire a fait l'année dernière. C'est en anglais, mais c'est un article en open access. Donc, profitez-en pour une fois que vous n'avez pas de péage pour récupérer un article. Donc, pourquoi je suis provocateur avec ce terme d'addiction aux écrans? Déjà parce qu'il n'est pas reconnu. Je fais exprès de le juxtaposer au DSM-5, mais si vous ouvrez un DSM-5, jamais vous trouverez l'addiction aux écrans dedans, pas plus que si vous ouvrez une ICD d'ailleurs. Néanmoins, c'est un terme que vous avez probablement souvent entendu, que ce soit dans les médias, peut-être des remontées de vos patients, etc., etc., ou dans des congrès, qui sait. Et quand on s'intéresse à la question, qu'on a la curiosité de voir, par exemple, dans PubMed, s'il y a des
des références, des données, ce genre de choses-là. On ne trouve pas tant de choses que ça, notamment des études qui vont réellement s'appuyer sur des nomenclatures diagnostiques. Donc, ça peut être déjà une bonne raison de faire une étude sur ce sujet-là. Voilà, voir comment se comportent les critères du DSM quand on s'amuse à les appliquer aux écrans. Et quand on adapte, voilà, ces critères. Alors, je vais vous donner un exemple de remontée qu'on peut avoir. Il y a quelques années de ça, j'étais paisiblement dans mon bureau, je travaillais, je saisissais des entretiens, et coup de téléphone de M. Patrice Clavry à la ville de Martignas-sur-Jalles, un homme charmant qui travaille au CLSPD de la ville, qui m'appelle d'un ton alarmé et me dit « Bonjour, c'est Martignas, bon, bonjour Martignas, et j'ai un problème, à Martignas, on me remonte que tout le monde est addict aux écrans. » Ah, bon, d'accord, ça fait beaucoup d'un coup, ok. Donc, M. Clavry est un homme très rationnel, et donc, quand on lui remonte des problèmes d'addiction aux écrans, il appelle le centre de l'addiction, et donc, coup de fil. Donc, très très bien, on propose à M. Clavry de venir au centre, et puis de discuter avec nous de ça. Et on commence évidemment par le rassurer. Donc, déjà, on lui explique effectivement que ce terme d'addiction aux écrans, il n'est pas reconnu dans les nomenclatures, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas, soit dit en passant. Et puis, alors en plus, à l'époque, on est, pour vous resituer chronologiquement, on est vers 2016-2017 quand même. Donc, on en parlait déjà beaucoup déjà, mais la question était un peu plus récente. Et donc, on lui dit, écoute, il n'y a pas beaucoup d'éléments de littérature pour répondre à ta demande, donc ce qu'on peut faire, c'est juste regarder, en fait. Avec ton soutien, on peut faire une étude à Martignas des usages d'écran. Et il dit banco, donc très bien. On va pouvoir faire une vraie étude à l'échelle d'une commune, donc c'est super chouette. Alors, comme vous voyez, c'est un travail qui a été présenté aussi à CPDD, donc outre-Atlantique. Donc, pour situer Martignas sur une carte, j'ai été très précis. Donc, vous partez de l'Alaska. Vous allez à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, à droite, vous traversez l'Atlantique. Quand vous voyez une tâche qui s'appelle Bordeaux, vous vous arrêtez, c'est un bon point de repère pour les Nord-Américains. Bordeaux, ils connaissent. Et vous zoomez un petit peu et vous arrivez dans une charmante bourgade, commune, calmons-nous, de 8000 habitants, pleine de gens tout à fait sympathiques. Donc on se lance, on fait notre enquête, dont on va définir deux objectifs. D'une part, on va décrire les usages d'écran dans un échantillon de la population générale, du coup, la ville de Martignas, tous les types d'écrans, et quelle que soit la modalité d'usage, que ce soit de l'usage simple, de l'usage avec des problèmes, de l'usage avec de l'addiction, éventuellement, voilà. Et puis, tant qu'on y est, alors à l'époque, on vient de collaborer avec Nancy Petry sur une version française des critères du DSM-5 de l'Internet Gaming Disorder, donc la version du DSM-5 de l'addiction aux jeux vidéo, pour résumer les termes. Donc on a envie de les utiliser, on vient de les traduire, de les publier. Donc on va utiliser ces critères-là en remplaçant le terme jeu vidéo par le terme écran, grosso modo. On va mettre en place un groupe de travail, donc ça va être beaucoup le travail de Christophe Rassi, qui est là-bas, qui est le coordinateur du niveau 3 à Nouvelle-Aquitaine. Ce groupe de pilotage, il va intégrer le laboratoire, l'hôpital, la mairie de Martignas, des représentants de différentes institutions locales. On va donc faire une étude transversale qui va cibler les 7400 à l'époque habitants de Martignas. Et on va concevoir un questionnaire tous ensemble, qui va être une version papier, gros serveur. Quand vous faites une échelle à l'échelle d'une commune, vous ne faites pas un questionnaire papier en 2023, hein. Vous faites un questionnaire numérique. Bon, c'était la première fois que je le faisais, donc je me suis fait avoir, mais par la suite, non, parce qu'il y a de la saisie derrière. Bref. Bon, j'étais un peu plus jeune, j'étais plus naïf. Voilà. C'est pas moi qui ai fait la saisie, non, moi. Disclaimer. On a trouvé une astuce, mais il y a des gens qui ont un peu souffert. Dans le questionnaire, on va évaluer donc à la fois les adolescents et les adultes dans un auto-questionnaire, et on va faire une version enfant du questionnaire, mais qui va être remplie par les parents. Enfant au sens moins de 11 ans, du coup. Tout est bien fait, il y a une note de confidentialité, une note de présentation de l'enquête, il y a assez anonyme, c'est pas très très long, ça prend 10-15 minutes, et on le diffuse via les institutions de Martignas, donc les écoles, la mairie, la bibliothèque, tout ce que vous voulez, quoi. Et c'est récupéré sur le même site, vu que c'est pas très loin à remplir. Dans le bus scolaire, Patrice Clavry a distribué le questionnaire dans le bus. Oui, il a beaucoup payé de sa personne aussi.
Le questionnaire va donc collecter des données sur les usages de différents écrans, donc téléviseurs, ordinateurs, smartphones, tablettes, consoles de jeux portables, avec plein d'éléments sur l'usage d'écran, hein, vous voyez, disponibilité, fréquence d'utilisation, moment de temps passé, etc. Et qu'est-ce qu'on fait sur chaque écran, en fait? Voilà, avec une liste d'activités proposées, puis on peut cocher plusieurs cases sur qu'est-ce qui est fait avec ces différents écrans. Et donc pour les adolescents et les adultes, il y a notre adaptation des critères des DSM-5 de l'Internet Gaming Disorder, qu'on a demandé seulement pour les adultes et les adolescents, mais pas pour les petits-enfants. Ça a été un choix qu'on a fait méthodologique. Au départ, on est parti du postulat que l'addiction, c'était un état qui mettait quand même du temps à s'installer, et donc on l'a recherché primairement chez les ados et les adultes. En visuel, ça donnait ce genre de choses. C'était un petit feuillet qui se repliait, c'était très très mignon, comme vous voyez. Et là, c'est notre adaptation des critères. Alors, je ne vais pas tous vous les lire, on pourra éventuellement en prendre après, mais le temps est compté. Donc, pour vous faire court, les critères de l'IGD sont proches, mais pas tout à fait les mêmes que le trouble de l'usage. Il y en a 9, ils sont tirés des critères des jeux d'argent. Et le seuil diagnostic est à 5 critères. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que ce diagnostic d'IGD dans le DSM-5, il est dans les affections proposées pour études complémentaires. Ce qui est donc une sorte de rubrique un peu fourre-tout, qui est là pour inviter les chercheurs à faire de la recherche, pour éventuellement décider de valider ou pas cet ensemble de questions. Donc, nous, on nous donne des trucs pour faire de la recherche, on fait des trucs avec, hein, c'est l'intérêt. Donc, au niveau de la stratégie d'analyse, on va décrire l'échantillon, on va décrire l'usage des différents écrans, qu'est-ce qui est fait dessus, et on va former 2 groupes d'intérêt. On va faire un groupe qui a au moins un critère de problème avec les écrans, un critère parmi les 9. On va déterminer qu'un critère, finalement, modélise un problème. Donc, on va prendre le parti d'appeler ce groupe les personnes qui ont des problèmes avec les écrans. Et d'autre part, on a dit que le seuil de l'IGD dont on s'inspire, il a au moins 5 critères. Donc, on va aussi particulièrement regarder ce groupe-là. Ensuite, on va comparer les personnes qui n'ont pas de problème avec ceux qui en ont. D'autre part, après, pour la partie étude de l'addiction aux écrans, entre guillemets, on va faire des analyses, donc analyse factorielle, analyse item response theory, ce sont des analyses qui ont été utilisées notamment pour valider les critères du trouble d'usage du DSM-5. Donc on va reproduire ce type d'analyse pour voir comment les critères se comportent en fait. Donc au niveau des résultats, donc, on a distribué quelque chose comme 1200 questionnaires, on en a récupéré 37%, on a eu 341 adolescents adultes, 480 enfants. Avec une répartition homme-femme, voilà, 44% d'hommes, 56% de femmes. Les enfants, 52%, 48%. L'âge moyen des ados et des adultes était de 26 ans et notre plus âgé complétionniste de questionnaire avait 84 ans. Je ne vais pas entrer dans le détail des prévalences d'écran parce que ce serait un pari un petit peu long, juste pour vous dire qu'à Martignas, on est bien équipé en écran et on les utilise bien. Voilà, 100% d'ordi, téléviseur, 80% d'ordinateur, etc., etc. À l'époque, on est en 2016, donc la Switch n'est pas encore sortie, mais il y a quand même la DS. Donc on a 39% de consoles portables pour les adultes, 43% pour les enfants, c'est peut-être un peu plus aujourd'hui. Pareil, voilà, les enfants ont aussi accès, vous voyez, finalement c'est des proportions très proches des adultes, hein, un peu moins pour l'ordinateur quand même, à des écrans, voilà. Alors après, on peut s'amuser à regarder des informations en croisant sur le temps d'écran cumulé. De façon assez logique, plus on utilise d'écran, plus le temps d'écran cumulé il augmente. Donc pour les ados, les adultes, on tape facilement à partir de 4-5 écrans à du pas loin de 10 heures par jour. Pour les enfants, on arrive aussi à des temps sympathiques. Hein. Par exemple, quand on arrive sur du 4 écrans cumulés, vous voyez, on a distingué les périodes scolaires et les périodes de vacances. Alors, en vacances, les écrans, ça marche bien. Hein. Finalement, on est en vacances d'écran. Quand on a 4 écrans, on n'est pas loin des 7 heures d'écran par jour. Après, il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une modulation de l'usage en fonction du contexte. Vu qu'on voit que quand il y a plus de temps disponible, il y a plus d'écran. Mais quand il y a une contrainte, si on peut dire que l'école est une contrainte, je me mets de personne à dos, il y a moins d'usage d'écran.
Maintenant, on va regarder à la partie qui me stimule le plus. Donc, c'est notre fameuse étude. Qu'est-ce qui se passe quand on prend les critères du trouble de l'usage pour qu'on regarde, voilà, au global, hein, les écrans, qu'est-ce que ça donne. Alors, pour faire l'analyse, on a dit on a 341 questionnaires ados-adultes, mais pour faire ça, on a besoin qu'il n'y ait aucune donnée manquante. Donc, on va être obligé, en fait, de se restreindre aux 300 questionnaires qui sont parfaitement remplis. Et donc, on cherche nos critères. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne quelque chose d'assez sympa. Donc, vous voyez, hein, vous avez dans ce tableau, là, ce qui est intéressant, c'est surtout la partie du dessous. Oh, pardon, j'ai été un petit peu vite. Vous voyez que ici, c'est 0 critère. On est à 55% des personnes. Au moins un critère, on est à 44,7%, donc 45%, quoi, finalement, pas loin de la moitié. Au moins un critère. Ils en ont 1, 2, 3, etc. Donc, c'est eux à laquelle on prend le parti de donner l'étiquette « usage avec des problèmes ». Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que le questionnaire, il fait l'usage sur les 12 derniers mois, pas dans toute la vie. Ça, c'était important à le dire. Et quand on monte, donc la barre, a priori, elle a au moins 5, hein, vu que c'est la barre qui est proposée pour le questionnaire source, finalement. Alors, on a quelque chose de très, très différent, finalement. C'est-à-dire que là, on pourrait mettre éventuellement addiction aux écrans, on n'est plus qu'à 1,7%. Donc, on commence à distinguer vraiment dans notre échantillon que sous cette appellation de problème des écrans, il y a deux grandes situations finalement. Vous avez une grande majorité des personnes qui peuvent rencontrer des écrans sans taper la barre d'un éventuel diagnostic. Et puis vous avez un tout petit noyau qui, eux, ont au moins 5 critères qui pourraient probablement relever d'une prise en charge avec un addictologue. Donc ça, déjà, en soi, c'est un résultat qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bon, ok, c'est très bien, mais peut-être que, voilà, tu as dit ton diagnostic, il n'est pas forcément validé, il est dans les affections complémentaires. Peut-être que c'est la barre du seuil diagnostic qui n'est pas très bonne. Mais finalement, quand on regarde à au moins 4, au moins 6, ça ne change pas grand-chose. On est à 1% ou 2%. Donc on reste dans le même ordre de grandeur. Ensuite, on va donc s'amuser à comparer les personnes qui n'ont pas de problème, donc aucun critère. Là, c'est la colonne de gauche ici. Avec les personnes qui ont au moins un critère. On va les comparer sur à la fois quel type d'écran ils utilisent principalement. Donc pareil, ça on croise le temps d'écran et puis en comparant les écrans entre eux, quoi. Et quelles activités ils font. Est-ce qu'ils font les mêmes écrans? Est-ce qu'ils font les mêmes activités ou est-ce que ce n'est pas les mêmes? Et bien sûr, on ajuste aussi dans les analyses sur l'âge et le sexe. Quand on fait ça, on voit aussi des choses qui ressortent, notamment les personnes qui ont des problèmes d'écran. Ils font significativement plus de recherche d'informations, de recherche d'actualité. Ils font significativement plus de communication sur les réseaux sociaux, notamment. Ils font aussi significativement plus de jeux vidéo. Et au niveau des écrans, alors moi je pensais que le smartphone allait sortir, et en fait ce qui est sorti c'est le gros ordinateur, ce truc antique là, et encore ça c'est un portable. Donc voilà, il y a quand même un usage parmi les personnes qui cochent au moins un critère de façon répétée problématique, qui est différencié chez les personnes qui ont au moins un critère coché. Ensuite, pour la dernière partie, donc là, je vais être un tout petit peu plus technique, mais je vais aller un peu plus vite aussi. On va regarder donc comment se comporte le questionnaire en lui-même, en fait, d'un point de vue psychométrique. Donc, on va mener déjà une analyse de facteurs. Une analyse de facteurs, c'est un type d'analyse qui vous permet de vérifier qu'il y a une bonne relation entre une construction très latent, donc ici l'addiction aux écrans, et un ensemble de critères qui sont censés le mesurer. Et donc, vous vérifiez à quel point chaque critère, notamment, est associé à ce trouble-là. Vous vérifiez aussi qu'il y a une unidimensionnalité du trouble. C'est-à-dire que tous les critères vérifient bien le même construct, qu'il n'y a pas deux constructs distincts, en fait. Donc, pour faire ça, vous devez mener une analyse en CFA et vous devez vérifier un certain nombre de paramètres qui tombent dans des normes, en fait. Ce qui était le cas ici, du coup. On avait bien les indicateurs de CFA qui étaient OK, qui ont confirmé que le trouble
était bien unidimensionnel. Tous les critères mesurent bien le même construct, donc l'addiction aux écrans. Et d'autre part, on peut aussi voir quels sont les critères qui sont le plus associés à ce construct. Notamment, en fait, les critères qui ressortaient le plus, c'était le critère de préoccupation permanente autour des écrans et le critère de perte d'intérêt pour les autres activités que les écrans. Voilà, donc c'était la colonne de gauche, j'aurais pu vous la montrer. Ils sont tous supérieurs à 0,4, ce qui fait que tous les critères ont une bonne validité. Et ici, en bas, pareil, vous avez certains indicateurs qui tombent dans les normes, pas de souci. Et ça va être une des dernières choses qu'on va amener sur cette présentation. Donc ensuite, vous faites l'analyse en item response theory, qui vous donne ce type de courbe qui, vous voyez, alors, en abscisse, c'est la sévérité du trait latent, donc c'est la sévérité de ce qu'on a appelé l'addiction aux écrans. Et en ordonnée, c'est la probabilité que chaque critère soit coté oui, et chaque courbe est un critère, d'accord ? Sur ce type de courbe, vous pouvez voir deux paramètres. Le premier paramètre que vous voyez, c'est la difficulté. La difficulté du critère, c'est le point de sévérité où vous avez la moitié des personnes qui cochent le critère oui. Donc vous voyez que cette difficulté, on a différents critères qui ont différentes difficultés. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que votre set de critères, il mesure à la fois les hauts et les bas degrés de sévérité du construct. Un autre paramètre qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle la discrimination. La discrimination, c'est la pente du critère, la pente de la courbe. Plus elle est verticale, plus elle discrimine bien ceux qui ont le trouble de ceux qui ne l'ont pas. Donc ici, pareil, on a des indicateurs autour de la discrimination qui sont bons. Et on a aussi quelque chose de relativement homogène. Les critères les plus discriminants, alors ça c'est un autre type de courbe qu'on a avec l'IRT, c'est la courbe d'information du critère. Donc ce qu'on voit, pour vous résumer, c'est que les critères les plus discriminants, c'est la perte d'intérêt, la préoccupation, mentir, cacher son activité avec les écrans et risquer ou perdre des relations, des opportunités. Et ce sont aussi ces critères-là, sur cette courbe, qui donnent le plus d'informations. Ce sont les courbes les plus hautes. Une dernière diapo. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Finalement, on a une situation où on a vu qu'il y a un niveau d'équipement et d'usage régulier qui était important pour tous les types d'écrans, pour des activités de loisirs et de travail. On a vu qu'il y avait une importante proportion d'adolescents et d'adultes qui avaient au moins un critère positif dans les 12 derniers mois, ce qui rejoint un petit peu le sentiment que tout le monde dit plus ou moins je suis addict aux écrans. C'est quelque chose qu'on entend très très souvent. Néanmoins, ce terme d'addiction aux écrans, il est facilement galvaudé, puisque lorsque vous prenez un seuil plus proche des nomenclatures diagnostiques, donc là par exemple au moins 5, vous tombez sur quelque chose de beaucoup plus petit et qui ne change pas beaucoup en fait selon le type de seuil. Un autre point aussi, c'est que les jeux vidéo ne sont pas la seule activité sur écran qui était citée comme problématique. Moi, je m'attendais beaucoup à ça, en fait, à l'époque où j'ai fait l'enquête. Après, on peut questionner ces critères. Est-ce qu'ils sont tous nécessaires? Il n'y a pas de critère craving. Est-ce qu'il faudra en ajouter un? On n'a pas pris les critères du trouble de l'usage de substances adaptées. Bon, pour la prochaine enquête, c'est ce qu'on va faire, en fait. Mais nonobstant, quand on regarde des indicateurs d'unidimensionnalité, de validité psychométrique, de discrimination, le questionnaire, si vous voulez, il se comporte bien quand on le teste dans une population. Je vous propose qu'on passe à d'éventuelles questions. Je ne voudrais pas manger sur la marge. Oh, non, je suis bien en fait. 20 minutes 30, non, allez, je continue 10 minutes. Non, je plaisante. Merci pour votre attention. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur ce sujet? Voilà, il y a 2 mains qui se lèvent. Oui, j'avais une question, mais je n'ai peut-être pas retenu ou vu ou entendu. Est-ce qu'il y a un critère qui concerne la souffrance exprimée par les patients, par les sujets vis-à-vis de leur utilisation d'écran? Alors, on peut regarder un peu plus en détail les critères. Je les avais là, j'étais prêt, je vous attendais. Je savais que vous veniez. Oui, c'est bon, on regarde. Hop. Alors, les critères en soi, donc déjà, il y a bien une note qui dit, avant de cocher toute case,
il faut bien que parce que normalement, ces critères, ils sont faits pour être passés en entretien avec un addictologue. Hein, donc, quand on les fait passer en auto-questionnaire, il faut être un peu prudent. Donc, pareil, ça, c'est un élément limitant hein, pour le résultat. Voilà. Mais il y avait une note qui dit bien, de façon répétée et problématique, avez-vous ressenti toutes ces questions? Donc, déjà, ça, c'était dit. Ensuite, quand on les prend rapidement, hein, on ne va pas faire 3 heures, vous avez le critère d'être très, très préoccupé. Il y a un critère autour des symptômes de sevrage à l'arrêt, physico-psychologique, un symptôme de tolérance, un symptôme de perte de contrôle, un symptôme de perte d'intérêt d'autres activités. Et ensuite, le 6, par exemple, c'est la poursuite malgré la connaissance de problèmes. Le 7, c'est mentir, cacher son activité. Le 8, faire des écrans, un vieil lapsus, faire des écrans pour soulager une humeur négative. Et le 9e, mise en danger ou perte de quelque chose d'important par rapport aux écrans, dans le cadre de notre adaptation. Donc, voilà, les critères couvrent différentes choses, mais il y a quand même un certain aspect de ressenti d'un problème. Et d'autre part, ce que je n'ai pas détaillé beaucoup ici, vous voyez, pour la question 6, là, poursuite malgré la connaissance de problème, en dessous, il y a un sous-menu que je n'ai pas mis là, mais qui demande quel type de problème. Est-ce que c'est mal aux yeux, mal à la tête, vous êtes triste, vous êtes en retard, voilà. Une question, là et là-bas. Merci pour votre présentation, merci pour votre étude aussi qui est très intéressante. Je voulais savoir, moi ça me pose quand même malgré tout question là, au niveau nosographique, l'appellation addiction aux écrans, parce que par exemple là nous sommes en train de regarder un écran. Je veux dire, les écrans ils nous entourent, et est-ce qu'il n'y a pas le fait d'avoir cette dénomination d'addiction aux écrans, un risque qu'en clinique on ne puisse pas en faire grand-chose puisqu'on va être confronté à des gens qui font justement des choses très différentes sur les écrans? Et dans nos prises en charge, eh bien, on peut pas vraiment dire aux gens, le but c'est peut-être de réduire le temps d'écran ou qu'il y ait une abstinence aux écrans, puisque ça semble pas faisable dans nos sociétés. Donc, est-ce que vous pensez pas, comment vous pensez que ça peut être applicable ensuite dans nos pratiques cliniques, le fait d'utiliser cette nosographie assez globale finalement? Alors, ça c'est le débat qui revient à chaque fois. Hein. Alors déjà, petit disclaimer. Quand je dis addiction aux écrans, évidemment, je ne suis pas à vous dire que personne n'est addict devant un écran allumé, qui est branché à rien et qui le regarde comme ça. Bon. Derrière, il y a effectivement un ensemble d'activités. Ce qui est intéressant, c'est par rapport au discours général qu'on entend sur addiction aux écrans, d'avoir plus d'informations, plus d'éléments de réponse par rapport à ça. Et ce qui est aussi intéressant, c'est peut-être, ça c'est un débat à discuter, hein, mais il peut être intéressant d'avoir une dénomination un petit peu parapluie qui va englober un petit peu tous les écrans, un petit peu toutes les activités, pour ensuite aller vers quelque chose de plus fin, par exemple. Ou bien, nos addicts aux écrans, là, pareil, là, j'en ai que 1% sur 300, donc j'en ai pas vraiment beaucoup pour faire des analyses. Mais sur un échantillon plus grand, genre à Pau, par exemple, puisque ça va être probablement la prochaine ville qu'on va enquêter, on pourra peut-être voir plus finement si c'est une seule activité qui pose problème, si on a plusieurs. Donc ça va être intéressant aussi dans ce débat-là. Mais voilà, je ne veux pas trop m'avancer non plus. Déjà, moi, je ne suis pas clinicien, donc je ne vais pas vous dire, voilà, je vous ai fait un truc, débrouillez-vous. Ce sera à vous de voir si, surtout, vous le trouvez pertinent. On est plutôt dans un usage problématique d'écran. Donc c'est la terminologie qu'il faut utiliser. Et dans l'usage problématique, il y a 3 choses, il y a 3 sous-types. Il y a les habitudes addictives, c'est ça en fait qui ramène les gens à je suis addict. Les habitudes addictives, c'est je peux avoir des petits symptômes de manque ou des équivalents de craving ou de perte de contrôle. Après, il y a les habitudes antisociales. Les habitudes antisociales, c'est je consulte sans que j'ai l'autorisation. Et il y a les habitudes dangereuses. C'est je conduis. Quand je conduis, je regarde mon smartphone par exemple et je multiplie le risque par 23 d'accident de la route. C'est ces éléments-là en fait. Si on est vraiment dans la case addiction avec quelque chose derrière l'écran, ça peut être très bien une addiction sexuelle. Hein, avec activité sexuelle en ligne. Donc on va se focaliser sur ce type de comportemental avec les stratégies qu'on connaît, là pour l'instant. Et ça va être ça de toute façon à un moment. Ça va être, c'est comme on le voit, c'est un reflet cette étude. C'est vraiment une minorité qui a un comportement avec des critères, avec un usage problématique de sévérité importante qui rapproche à l'addiction. Mais il n'y a pas d'addiction aux écrans comme il n'y a pas d'addiction au smartphone, quoi. Voilà ça.
Bon, vous avez le micro, parce qu'il y avait une autre question là-bas qui était plus tôt, mais on ne vous oublie pas. Voilà. Vas-y, allez-y, pardon, on ne se connaît pas. Excusez-moi, je m'emporte. Te lâche pas trop quand même. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Allez, il nous reste un temps pour 2 questions. Non, allez. Juste parce que c'est une problématique très très intéressante de soulever, et d'autant plus, c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'études de prévalence de ce genre. C'est vrai, par contre, le fait un peu de renvoyer au DSM, c'est vrai que ça me fait rappeler le pourquoi ça n'a pas été pris au DSM-5. C'est une question de prévalence qui est différente. Par exemple, en Asie du Sud-Est, si on fait la même étude, on peut retrouver là, c'est beaucoup pour les jeux vidéo, ce commentaire voilà, en particulier. Pour les jeux vidéo, mais maintenant, c'est vrai qu'il y a en Corée du Sud aussi des études un peu similaires dans de petites localités. C'est très, très intéressant aussi de voir. Il y a généralement 10 fois plus. Et c'est ce qui nous pose problème, parce que d'un coin à l'autre en Europe, on retrouve pratiquement 1-2% par rapport à tous les critères. Mais dans les pays de Corée du Sud, Japon, Chine, c'est vrai que c'est des critères qui sont à 12% jusqu'à 15%. Après, il faut aussi, j'entends ça complètement, il faut aussi faire attention sur certaines études, je ne vais pas citer de pays en particulier, mais quand on regarde les critères qu'ils prennent pour définir les groupes qui ont des addictions, ne sont pas toujours... peuvent être aussi très très basés sur du temps d'écran, avec une approche un petit peu coercitive, parfois. Donc, je pense, sans être méchant, mais j'ai un peu peur qu'il y ait un peu de déchets, en fait, dans les études, comme il y a pu y avoir pour les études sur l'addiction aux jeux vidéo avant les années 2010, quoi. Alors, sachant que le DSM est une entité qui est là pour répondre à des critères interculturels pour homogénéiser au maximum. C'est-à-dire on est aussi dans des méthodologies pour respecter les critères DSM-5. Tout à fait. Tout à fait. Merci Pareil, une dernière question. On va faire la question de la justice au fond. J'espère que c'est une bonne question. Je compte sur vous. Merci. Bonjour, Xavier Aknin, médecin addictologue à Paris. Merci beaucoup pour votre présentation, très intéressante. Je dirais qu'elle est très rassurante pour nous, puisque vous avez montré que finalement le taux de personnes addictes, entre guillemets, aux écrans n'est que de 1,7%. On aurait pu attendre sur 60 millions, c'est... Versus c'est beaucoup de monde, en fait. Oui, voilà, versus 44% pour les personnes qui auraient éventuellement un problème. Et vous avez bien montré aussi que les écrans, ça a du bon, puisque finalement, les personnes qui passent du temps aux écrans, ils ont finalement plus de compétences sociales, puisqu'ils participent plus à des réseaux sociaux, et puis en plus, ils font plus de recherche. Mais alors maintenant, la question que je me posais, mais que vous allez peut-être étudier, c'est est-ce que vous avez étudié de près le profil des personnes qui passent d'une catégorie à l'autre, et puis peut-être aussi les critères de risque de passage d'usagers à problème, enfin avec un problème d'écran, à une situation d'addiction. Alors, vous avez vu tout à l'heure, j'ai évoqué mon fantasme palois de faire une nouvelle étude. Et dans ce fantasme, il y a une part de longitudinalité, en fait. Donc, une des choses qui se... Et c'est un fantasme assez concret, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment en discussion très très avancée avec... Ah oui, c'est très intéressant. Et il y aurait l'idée de suivre une classe d'âge, en fait. Et donc là, on aurait peut-être beaucoup plus d'informations, parce que savoir comment on passe d'une case à une autre, si je puis dire, sans vouloir être péjoratif, faut un schéma prospectif pour ça. Donc là, avec ce type d'études, je ne saurais pas vous dire. Et puis, il y a toujours ce problème de la prévalence, c'est-à-dire que si vous voulez vraiment définir avec des régressions quelles sont les caractéristiques les plus associées à l'addiction, avec des guillemets, il vous en faut quand même beaucoup, il n'y en a qu'1%, non, c'est pas facile, il faut faire une très grosse étude. Vous voyez, mais voilà, et juste pour rebondir sur ce que vous disiez en préambule, une des choses que j'aime avec cette étude, à mon avis, il faut aider tout le monde, en fait. C'est-à-dire que les 55% qui font des écrans et qui n'ont pas de problème, qui entendent tout le temps « Ah, tu fais des écrans, tu es un addict », eux, ils ont peut-être besoin qu'on les laisse tranquilles. Les 45% qui ont des problèmes avec les écrans ponctuellement, mais ça, ne semblant pas relever d'une addiction, eux, ils ont sûrement besoin de conseils, de références, du mode d'emploi qu'on leur a jamais donné. Donc c'est important de faire des normes, des recommandations d'usage, ce genre de choses-là.
Et puis, les 1 à 2%, peut-être un peu plus chez les plus jeunes, parce que dans des collèges, les résultats sont un petit peu plus hauts. Eux, du coup, ils sont un peu noyés dans le nombre, en fait. Donc, du coup, ils sont durs à repérer. Et ils sont durs à s'auto-repérer aussi, puisqu'ils ont 98% des gens qui leur disent « Non, non, moi, j'ai pas d'addiction. J'ai éventuellement des problèmes, mais voilà. » Donc, il faut qu'ils aient un message assez clair qu'ils peuvent avoir une aide dans un service d'addicto. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à ce workshop et bonne continuation de congrès. Merci beaucoup.